Hello! Merci d'être là. Merci d'être de retour à mon podcast. Ben, je dis de retour, peut-être c'est ta première fois. Hein? Et si c'est ta première fois, bienvenue. Et si t'es de retour, ben merci d'être de retour. Bon, je me répète. Cette semaine, dans mon podcast, je reçois Claude Vaillancourt. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude Vaillancourt, ouais, souvent j'invite des gens que vous ne connaissez pas nécessairement, mais essayez de me faire confiance. J'essaie de toujours inviter des gens très intéressants. C'est quelqu'un qui écrit un essai récemment, Hollywood et la politique. Donc, ça explique quand même la patente. On va parler d'un peu de la propagande dans les films à Hollywood, du différents types de films qu'on peut retrouver dans les films américains mainstream. C'est un gars, Claude Vaillancourt, il écrit des livres, il écrit des romans, mais il écrit beaucoup d'essais aussi. Donc, on va jaser de ça également. Avant d'écouter Claude Vaillancourt, je vous rappelle que je suis en tournée en ce moment. Et ouais, là, c'est bientôt Québec, les gens de Québec. Je ne sais pas si ça va être mon dernier show à Québec, mais le 22 février au Petit Champlain, peut-être mon dernier show. En tout cas, ça va être la captation du show, ça c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas si ça va être le dernier. Je ne sais pas si c'est la dernière chance, mais soyez là, Petit Champlain, il ne reste plus beaucoup de plages. Je ne sais pas s'il en reste, en fait. Fait qu'allez checker ça. Et sinon, ça, c'est, je pense, pas mal certain que c'est le dernier à Montréal. On va clore ça au Club Soda le 19 mars. 19 mars, Montréal, c'est ta dernière chance pour voir mon troisième one-man show du cœur au ventre. Soyez au rendez-vous. Sinon, je vous rappelle toujours que c'est possible de s'abonner à mon Patreon. Patreon, si ce genre de contenu vous intéresse. Et on s'en va écouter Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt, bienvenue à mon podcast. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très gentil. Ça me fait plaisir, le plus grand plaisir. On se connaît pas beaucoup. En fait, j'ai lu ton livre, j'ai lu ce livre-là, qui est Hollywood et la politique. On va en parler pas mal plus profondément tantôt. Mais toi, tu es écrivain de fiction à la base? Oui, c'est ça. J'ai commencé à faire de la fiction. Ouais. Puis là, je me suis tourné vers l'essai. Beaucoup Donc, je fais d'essais, les deux. en fait. Oui, beaucoup d'essais, effectivement. Pourquoi? Ouais. Est-ce Récemment, je fais qu'il y plus avait quelque chose d'essais. qui te manquait dans la fiction? Tu avais envie d'avoir que ça soit plus précis, peut-être des fois, approfondir des sujets de manière plus sérieuse? Oui, tout à fait. C'est ça. Moi, je pense que ces deux facettes de la personnalité sont parfaitement complémentaires. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. L'un est aussi important pour moi que l'autre. Okay. Écrire des fictions, écrire des essais, pour moi, c'est très important. On n'exprime pas la même chose. Ouais. C'est ça aussi. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire. Ça ne rentre pas du tout en compétition. Le roman, c'est, comment je peux dire, tu y vas par tes émotions, tu y vas à l'instinct. Puis le roman, c'est, à mon avis, plus difficile parce que, comment je pourrais dire, réussir un bon roman, là, c'est vraiment un grand défi. Tandis qu'un essai, ben là, il s'agit de rendre compte d'un phénomène, ce qui est très intéressant à faire aussi. Mais si le sujet est bon, je dirais que le trois quarts est écrit. Un roman, tu as beau avoir un bon sujet, est-ce que tu vas le bien traiter, est-ce que tu vas mal le traiter, c'est beaucoup plus compliqué, je dirais. Puis est-ce qu'il y a quelque chose de frustrant, en fait, quand on fait un roman, parce que ça reste c'est de l'art, il faut quand même, oui, même ça. le propos qu'on veut dire, on peut pas être trop, ça peut pas être trop on the nose, il faut quand même que ça soit au travers d'un décorum artistique, puis qu'il y ait un enrobage, puis tout ça. C'était cette frustration-là de faire comme, ah non, ok, j'aimerais ça vraiment le dire clairement, ce que j'ai envie de dire. Là. Y a-t-il un peu de ça avec l'essai? Non, c'est pas ça. Moi, je trouve que des fois, c'est peut-être le roman qu'on dit plus clairement ce qu'on veut dire, parce que justement... d'abord, c'est une vision beaucoup plus large. Le roman, c'est comme une vision de la condition humaine, là, d'un point de vue, comment je peux dire, générique. Là. L'essai, tu es obligé de prendre un sujet particulier et tu ne traites que de ça. Ensuite, c'est ça, tu as une espèce de liberté dans le roman qui est merveilleuse. Hein? Tu peux te prononcer sur tout, tu peux dire ce que tu penses vraiment. Par toutes sortes de façons détournées, c'est ça qui est merveilleux, par des personnages, je fais dire ça à un tel personnage. Mais là, il y en a un autre qui dit exactement le contraire. Mais c'est quoi que tu dis exactement? Mais c'est peut-être le personnage. En tout cas, toute cette façon de jouer avec les choses, pour moi, le roman là, est très, très important pour rendre compte de la réalité, mais justement, on voit, je ne sais pas, comme un produit artistique, ou je ne sais pas. Tandis que l'essai, c'est ça. Il s'agit de prendre un sujet, une idée, et tu la développes au maximum. Tu vas en profondeur, oui, c'est ça. Mais ça reste
fixé sur quelque chose de très, très précis. Mais, pour moi, c'est pas satisfaisant pour dire tout ce que j'ai à dire sur le monde, la société, etc. Mais ça prend beaucoup de rigueur. Un essai, c'est beaucoup de recherche, j'imagine, juste en lisant ce Oui. livre-là. Il y a du stock là-dedans. Là. Tu peux pas écrire ça. Ça peut pas être juste ton instinct qui te guide dans ton écriture, puis voilà, ça c'est mon livre. Là. Ça prend des recherches. Oui, exactement. C'est ça. Un essai, moi j'en ai écrit plusieurs, c'est des centaines de lectures pour ce livre-là. Évidemment, c'est des films là, que j'ai regardés. Et c'est pour ça aussi que, dans le fond, ça rend la chose un petit peu plus facile. Je ne dis pas que c'est facile d'écrire un essai, loin de là, mais un petit peu plus facile parce que tu es guidé par les lectures que tu fais, qui sont l'espèce de colonne vertébrale de l'essai. Tandis que le roman, tu es laissé à toi-même. Hein? Alors, c'est quoi le roman? Tu commences à une page blanche. Et là, il faut que tu remplisses des pages et des pages et des pages et des pages à partir de ce qu'il y a dans ta tête qui va finalement prendre forme dans ce que tu vas écrire, dans l'histoire que tu inventes. Mais des fois, quand on écrit un essai, on se sent pas comme un peu submergé par toutes nos lectures, justement. On se sent pas écrasé ou qu'on perd le fil de qu'est-ce qu'on voulait dire à la base exactement, tellement on a trop d'informations. Il faut quand même décortiquer toutes ces informations-là, les mettre à l'endroit, parce que c'est un puzzle un peu plus qu'autre chose. Oui, mais moi, j'ai la chance d'avoir un cerveau très structuré. Alors, ça se replace moi, naturellement. Moi, je l'ai pas, c'est pour ça que je pose la Alors, question. moi, je suis complètement désordonné dans la vie. Là. Si on regarde mon bureau, mon ordinateur, tout ce que c'est vraiment le désordre total. Mais pour ce qui est des idées, j'ai une facilité de les enligner là, d'une manière où ça se fait facilement, rapidement. Et je sais très bien évacuer ce qui sera pas pertinent et ordonner finalement ce qui va se retrouver dans le livre. Les romans à fiction, je les ai pas lus. Est-ce que c'est des romans plus militants ou c'était plus ouvert? J'ai deux types de romans. Des romans qui portent vraiment sur, disons, l'expérience artistique, ou qu'est-ce que c'est écrire, qu'est-ce que c'est faire de la musique, parce que je m'intéresse beaucoup à l'art. Et là, évidemment, je me suis un peu politisé, moi, au courant de mon existence. Et effectivement, à partir d'un certain temps, c'est vraiment des problématiques sociales et politiques là, qui apparaissent dans mes romans. Est-ce que tu te considères comme un écrivain militant? Écrivain militant, oui. Oui. Je pense que j'ai pas pensé, mais oui, tu as pris la décision là. Oui, oui, exactement. C'est-à-dire que je suis un écrivain et je milite. C'est-à-dire militer, c'est très important dans ma vie, ça c'est clair. Ça fait partie, je passe des heures et des heures à militer pour toutes sortes de causes, là, premièrement. Et ensuite, dans les livres, ça c'est beaucoup plus délicat. Hein? Un écrivain ne doit pas dire au lecteur quoi penser. Ça, c'est l'erreur la plus fondamentale qu'il peut faire. Donc, si je fais... Dès qu'on fait la morale au lecteur, là, il va se braquer et il a tout à fait raison. Et moi-même, en tant que lecteur, j'aime pas qu'on me dise quoi penser. Donc, il faut qu'on expose les choses d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe. Même quand on est militant. Oui, c'est ça, manipulateur, oui. Mais à quelque part, c'est souvent ça, de l'art bien fait. Il y a un peu une sorte de manipulation, on veut les amener. Parce qu'on peut pas s'extraire non plus de ce qu'on veut dire, de qui on est, de quoi on pense non plus. Là, oui, exactement. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux messages politiques dans Hollywood. Puis aussi, donc, c'est cohérent par rapport aux questions que je me pose moi-même en tant qu'auteur, en tant qu'intellectuel aussi, parce que j'ai pas peur de ce mot-là non plus. Là. Tant mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui en ont peur. Mais des fois, il y a des gens qui ont raison d'en avoir peur, qui n'ont peut-être pas s'accoler cette affaire-là. On va en parler bientôt du livre, mais juste avant, tu collabores à la revue À Babar. Oui, c'est ça. Qui est une revue militante. Oui, exactement. Est-ce que ça fait longtemps que tu as fondé... non, moi, je n'étais pas dans les fondateurs, mais ça fait très longtemps que je suis dans la revue. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi la revue, le mandat de la revue? Le mandat de la revue, d'abord, c'est une revue autogérée, donc on n'a pas de structure hiérarchique comme dans les autres revues. Non, pas une coopérative, simplement autogérée. C'est tout. Chaque personne qui s'occupe d'à peu près de tout, là, comme ça. Ensuite, c'est de donner la parole, finalement, à des gens qui n'ont pas nécessairement la parole, des gens du milieu communautaire, syndical, des gens qui ont des anarchistes aussi, donc à peu près tous les mouvements de la gauche, mais pas une gauche précise, une gauche assez arc-en-ciel, finalement. Donc, donner la parole à tous ces gens-là. C'est clair que le titre de la revue le dit, hein, c'est une revue qui est clairement à gauche, mais je pense que c'est un point de vue qui doit s'exprimer, qui n'a pas toujours une place très importante dans les médias.
Alors, c'est une revue à laquelle je tiens beaucoup. Ben, selon Éric Duhem et tout ça, c'est la gauche qui mène au Québec. Je ne sais pas si ça, c'était au courant. Vrai. Mais... oui, il n'est pas tout seul à penser comme ça. La gauche est partout. Puis, Mais est-ce que les textes de tes essais ont tout d'abord été publiés dans la revue Ababa ou pas nécessairement? C'est-à-dire que j'ai un essai, ça s'appelle L'âge économique, où, en fait, c'est des publications que j'ai faites dans différentes revues, pas seulement Ababa, mais donc, ça vient de là. Mais mes autres essais, non, c'est vraiment des essais qui sont entièrement originaux. Complètement, Ouais, complètement. Cool. Donc, parlons de ça, Hollywood et la politique. Tout d'abord, comment l'idée t'est venue? J'ai vu qu'à la fin, tu remerciais Alain Deneau. Oui. Je ne sais pas s'il y a un lien. Oui, ben, c'est tout lui à qui t'a donné l'idée ou... c'est lui qui m'a commandé le livre carrément. Ah ouais, tu l'as commandé. C'est ça. Oh, oui. Ouais, écoute, une commande d'Alain Deneau. Tu t'obéis. Il voulait partir une nouvelle collection. Finalement, la collection n'a pas existé. Bon, ça s'est pas passé. Mais ce livre-là a abouti tout simplement. Puis, en fait, c'est une conversation qu'on avait eue, Alain et moi. Justement, on parlait souvent de cinéma, de politique. Et là, j'y avais fait part de mes idées concernant Hollywood qui se retrouve dans ce livre-là. Et il a dit, tu devrais faire un livre là-dessus, ça serait parfait, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. Et ça a donné Hollywood et la politique. Donc, ça a commencé par une conversation, disons, ordinaire, puis ça a résulté ce livre-là. Qui est finalement un livre, un essai où que tu parles un peu de la propagande à Hollywood, là, l'espèce de fabrication du consentement, là, pour reprendre l'expression de Noam Chomsky. Est-ce que c'est quelque chose qui t'agaçait depuis longtemps, toi, en tant que cinéphile? Trouves-tu ça difficile de regarder des films d'Hollywood? C'est quelque chose qui t'agaçait assez souvent pour te dire, OK, non, il faut que quelqu'un se penche là-dessus, il faut écrire là-dessus parce que ça n'a plus de bon sens. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la question que je me posais, c'est, on voit des films hollywoodiens, hein, c'est clair que c'est une grosse machine qui est derrière ça, c'est une grosse machine capitaliste, c'est des studios extrêmement friqués qui font des films pour que ça apporte le plus d'argent possible. Alors, la question que je me posais, c'est dans quelle mesure les cinéastes sont libres? Est-ce qu'ils peuvent passer un message qu'ils ont envie de passer? Ou c'est un cinéma qui est purement de propagande? Dans le fond, c'est la question que je me posais. Dans les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de livres, il y en a 2, par exemple, qui ont été publiés en France récemment, où ils disent « Hollywood, c'est de la propagande ». Carrément. Okay? Carrément, c'est ça. C'est du cinéma de propagande. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça. C'est très nuancé dans ton livre. Oui, c'est ça, parce que c'est pas vrai. Il y a plusieurs films dans lesquels il y a une opposition assez importante face au système, des fois plus, des fois moins, mais c'est très clair que ce cinéma-là exprime d'autres choses que de la propagande. Et quand je voyais un film, je me souviens, j'ai eu des discussions avec des amis quand je sortais, puis on se disait, voilà, est-ce qu'on essaye de nous faire passer un message pro-américain ou il y a des éléments critiques là-dedans? Ou, en tout cas, et là, ça a donné, là, j'ai réfléchi là-dessus, je ne pensais pas que ça donnerait un livre parce que j'avais eu plusieurs conversations qui allaient, on débattait de ça finalement spontanément, là, dans quelle mesure le cinéaste est libre. Donc, je ne savais pas que ça donnerait un livre, mais finalement, quelques années plus tard, ça a donné ce livre-là. Je pose la question, puis tu n'as pas nécessairement la réponse, mais un film qui ne fait pas de la propagande, un film qui est relativement subversif, qui a un message, puis tout ça, qui se faufile, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que justement, il faut se faufiler au travers de tout ça ou ça peut être un studio qui décide, nous, c'est ça qu'on fait, on a envie de faire ça, on a envie de passer un message. Est-ce que c'est plus par hasard, finalement, qu'il y a des films qui se faufilent? Moi, je pense que ça vient jamais des studios. Ça vient jamais d'en haut. Je pose la question, là, mais on sait comment la machine Hollywood fonctionne. Ils ont des centaines, des milliers de personnes qui leur proposent toutes sortes de projets de films. Quand un film sort, il y en a des milliers qui sont morts en cours de route. Alors, finalement, c'est un système extrêmement complexe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des individus, là, ceux qui font les films à Hollywood, c'est des artistes. Il n'y a rien de plus difficile à contrôler qu'un artiste. Hein? Les artistes ont des têtes de cochon, les artistes ont des idées, les artistes ont parfois des messages à passer. Hein? Alors, ils vont se servir quand même de cette machine-là pour arriver à leur fin, à ce qu'ils veulent. Et là-dedans, moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des messages extrêmement subversifs, dérangeants, qui ne vont pas dans le sens du système, qui ne vont pas dans le sens de la propagande, qui réussissent à se faufiler là-dedans. Et quand c'est payant pour un studio, ces gens se disent pourquoi pas finalement, hein? on va l'intégrer à la machine, puis voilà, c'est tout. Puis je pense pas que les gens vont prendre la rue, faire la révolution à cause d'un film qu'ils vont voir. C'est un bon point quand même, parce qu'on a une part de responsabilité là-dedans finalement, de ce qu'on consomme, de ce qu'on écoute, parce que si c'était ça, si c'est ce qui faisait l'argent, c'était des films subversifs,
il y en aurait placardé partout. Ça serait ça mur à mur. Parce que c'est ça, c'est l'argent qui parle. Oui, c'est vrai. Si les films subversifs étaient les plus payants, là, peut-être qu'on arriverait à la révolution. Je ne sais pas s'ils envahissaient des écrans, parce que quand même, les films subversifs, dans l'univers d'Hollywood, ça reste quand même l'exception. Hein? Ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même des films qui vont dans le sens du consentement, du consensus, des idées en place qui sont tout à fait conformes à ce que la présidence souhaite avoir comme pensée. Bon, voilà. Ouais, et ça, je me demande, en fait, les films, là, on va en parler un petit peu plus, les films plus de propagande, est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est dirigé? Tu sais, des fois, j'écoute des films où je me dis, je peux pas croire que c'est pas ça qu'on essaie de faire en ce moment, là, manipuler mon opinion, fabriquer mon consentement. Des fois, ça semble très réfléchi et c'est ça le but. Est-ce que selon toi, des fois, les studios commandent carrément ça ou c'est quelque chose qui vient un peu organiquement, tu sais, dans le sens que, bon, Richard Martineau, on ne l'engage pas pour qu'il dise la même chose que nous, on l'engage parce qu'il dit la même affaire que nous. Là. C'est un peu ça le concept, j'imagine? Oui, je pense que c'est plutôt organique, effectivement. On sent que la demande, c'est de faire ce genre de film, c'est très clair. Et si on fait ce genre de film qui correspond à l'ère du temps ou aux idées en place, eh bien, on va avoir plus de chances de finir son film, d'être bien distribué, d'avoir une bonne publicité, d'avoir des stars dans notre film. Donc, c'est clair que la pression est dans le sens de faire des films qui sont comme ça, hein, des films qui rentrent dans les normes, les récompenses qu'on peut avoir, l'argent, etc., va faire que c'est, je dirais, la tendance naturelle de Hollywood. Ça se comprend un petit peu. Hein? C'est un système qui pense à ses intérêts. Donc, on intéresse que la société se maintienne, garde les mêmes idées, etc. Donc, voilà. C'est quoi les valeurs que le cinéma de Hollywood, en général, essaie de nous faire gober? Tu en parles un peu dans le livre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi les valeurs principales? Oui, les valeurs principales, moi, je dirais d'abord une vision du monde très simpliste, où d'une part, il y a les bons, il y a les méchants. Hein, ça, c'est clair. Et c'est intéressant de découvrir que le méchant, il n'y a pas de raison pour être méchant. En général, il est tout simplement méchant, puis on sent que c'est une espèce d'instinct, et son désir, c'est de détruire. Sa jouissance, c'est dans la destruction absolue. Hein? Et de l'autre côté, il y a les bons. Ce qui veut dire que les bons, à ce moment-là, ils peuvent appliquer tout ce qu'il faut pour lutter contre un méchant qui est fondamentalement méchant sans cause. Hein? Et ça, d'un point de vue politique, c'est un message intéressant parce que ça veut dire que les États-Unis peuvent intervenir partout dans le monde. Le fameux by any means necessary. C'est ça, exactement. Le bon, c'est de ce droit-là. Il n'y a pas de compréhension du phénomène derrière ça. Donc, à ce moment-là, on va suivre la politique américaine dans ce que ça peut avoir de plus belliqueux parfois, parce que de toute façon, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, peut-être la chose la plus importante qu'on retrouve dans un nombre incalculable de films à Hollywood. Ensuite, il y a la vision individualiste. Hein, c'est l'individu qui emporte avant tout. Puis derrière cette vision individualiste, il y a toujours ce rêve qu'un individu peut se faire à l'intérieur des États-Unis. Quelqu'un avec un talent, avec des capacités spéciales, il va s'élever dans l'échelle sociale, alors que c'est contredit par les statistiques. Hein, l'échelle sociale aux États-Unis ou l'ascenseur social, ce qui permet à un individu, je ne sais pas, qui est pauvre, de s'élever dans cette société, est un des plus bas dans les pays occidentaux. Donc, on va entretenir ce mythe-là qu'il est toujours possible de monter dans l'échelle sociale dans une société individualiste où c'est l'individu qui peut s'accomplir dans ce genre de monde-là. C'est drôle, les deux choses que tu dis, tu en parles dans le livre, évidemment, là, mais les films de super-héros, c'est ça, le bien et le mal, l'individualisme, une personne peut tout changer. Est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est très américain, ça, finalement, ces gros succès-là, les films de super-héros, parce que là, c'est hors de contrôle. C'est les plus gros succès de l'histoire des films, c'est les films de super-héros. Pourquoi cette obsession-là? Parce que c'est des valeurs qui ont été profondément intégrées. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, c'est la deuxième édition de ce livre-là, et quand on a reparlé avec l'éditeur de refaire ce livre-là ou de l'ajuster finalement à aujourd'hui, la première chose qui m'a frappé, effectivement, c'est l'envahissement des écrans par des films de super-héros. C'est des films qui sont extrêmement populaires, qui ont une diffusion extraordinaire, et effectivement, ces films-là, au début, je me disais, finalement, ce n'est pas des films très politiques parce que c'est des héros avec des pouvoirs extraordinaires qui évoluent dans un monde fantastique qui n'a rien à voir finalement avec la réalité. Donc, est-ce que c'est important de s'en préoccuper? Dans la première édition, alors que le phénomène commençait, je m'étais dit, non, voilà. Dans la deuxième édition, là, évidemment, j'en parle de ce phénomène-là parce que ça devient extrêmement important. Et exactement comme tu dis, hein, on voit à quel point ça correspond
à des valeurs qui sont très américaines, des valeurs de force, des valeurs de régler des conflits par la violence, des armes. Les armes sont extrêmement importantes là-dedans. Quand on pense à la puissance de B-armes aux États-Unis, c'est quand même assez intéressant de retrouver ça dans ces films-là. Les valeurs individualistes. Ce qui est assez nouveau dans les films de super-héros, c'est qu'ils vont développer l'esprit d'équipe. Hein? C'est plus un héros. Ça a été souvent ça aux États-Unis. Hein? Un contre tous qui finit par l'emporter. Mais là, on va former des équipes, comme des espèces d'experts. Hein? Puis le message de ayez confiance aux experts. Vous allez voir qu'ils vont tout régler vos problèmes si vous leur donnez un pouvoir extraordinaire. Donc, c'est là où on a rendu... Mais c'est un peu comme un parti politique, à quelque part. Il y a de la fabrication de consentement sur cette espèce de système faussement démocratique-là, où finalement, on vote aux 4 ans, puis on donne tous les pouvoirs à une personne et sa petite équipe, puis allez-y avec vos super pouvoirs. Nous autres, on va être en arrière, puis on n'a pas d'emprise. C'est pas grave, on vous les donne. Puis il n'y a pas un peu de ça dans les films de super-héros? On essaie pas de fabriquer ce consentement-là. Oui, parce que si vous regardez la population dans les films de super-héros, est complètement passive. Il y a personne. Ils sont toujours apeurés. Ils sont toujours à attendre. Les héros, ils peuvent rien faire. Ils sont complètement désorganisés. La solidarité est quelque chose qui n'existe pas. Le fait de se prendre en main, ça n'existe pas. Ils sont complètement dépendants de ces gens avec les super pouvoirs. Alors, on leur dit, fermez votre gueule. Vous allez voir, de toute façon, on va régler tous vos problèmes. Et je pense que le lien que tu as fait avec la démocratie est extrêmement intéressant. Une tendance, quand même, dans la démocratie contemporaine, c'est aussi de limiter les contre-pouvoirs. Hein. On va arrêter le financement, par exemple, des groupes citoyens qui s'organisent. On va arrêter toutes sortes on va limiter les structures qui existent et qui pourraient aller en contradiction avec les structures gouvernementales. Par exemple, juste au Québec, l'élimination des commissions scolaires, juste un exemple parmi d'autres, c'est un contre-pouvoir aussi. On essaie d'éliminer ça. Bon, les exemples sont très, très nombreux, finalement. Alors, c'est ce que ça illustre un petit peu, d'une certaine manière, d'une manière vraiment caricaturale puis exagérée, les films de super-héros. D'un point de vue extrême, Batman, c'est assez fascinant parce que c'est un milliardaire, là, finalement. C'est lui qui décide tout, puis il se donne tous les pouvoirs, puis on accepte ça, puis il y a quelque chose de malaisant là-dedans quand même. Mais pour moi, là-dedans, il y a une petite exception, là, en tout cas de mon point de vue personnel, le film Joker que tu as vu aussi. C'est quand même intéressant là-dessus parce qu'on parlait des bons puis des méchants, qu'il n'y a jamais de raison d'être méchant. Mais là, c'est un film où on se penche sur la raison pour laquelle cette personne-là devient méchant, à quel point c'est le système qui l'oppresse et tout ça. Qui est une anomalie à quelque part dans le cinéma hollywoodien, mais ça a été un énorme succès. Oui, tout à fait. Ça, c'est extrêmement intéressant, ce film-là. Quand je suis allé le voir, j'étais un peu sceptique. Moi aussi. Et j'étais très, très surpris de ce film-là. D'abord, ça vient miner les films de super-héros. Hein, parce que personne n'a des pouvoirs magiques là-dessus. C'est un film produit quand même par une firme qui fait des films de super-héros. C'est dans l'univers un petit peu, mais personne n'a des pouvoirs magiques. Et comme tu l'as très bien expliqué, là, on comprend pourquoi il devient méchant. Hein? Alors là, la méchanceté, la cruauté du bandit, du méchant n'est pas accidentelle. Et pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Bien, parce qu'il n'y a pas de suivi. Hein? Lui, c'est un enfant problématique. Il n'y a personne pour l'aider. L'aide sociale est détruite. Il va consulter une psy, puis on voit que ça y fait du bien, qu'il est en bonne relation avec. Ce service-là se fait couper. Et là, c'est intéressant. Le premier crime qu'il fait, il va tuer 3 courtiers à la bourse. Hein? Donc, vraiment, les responsables d'un peu des inégalités sociales, c'est ceux qui sont dénoncés. Et là, plutôt que d'être blâmés par la population, eh bien, les gens l'acclament. Ils disent, voilà, quelqu'un qui a fait quelque chose d'utile. Donc, tuer le pouvoir financier. C'est quand même assez étonnant. Il y a quelque chose de rébellion, de révolution, mais peut-être pas du bon côté, mais peut-être pas de la bonne manière. C'est ce qui a été reproché beaucoup au film, qui était extrêmement violent et tout ça. Oui, exactement. Mais c'est quand même intéressant, ça, que c'est la première fois qu'on reproche la violence d'un film de super-héros. Parce qu'avant, on reprochait pas ça, là, tout d'un coup. Non, là, quand ça fait sur des courtiers, puis des hommes politiques, puis des riches, puis tout ça, il faudrait peut-être calmer ça, cette violence-là. Quand les cibles sont incarnées, là, ça devient plus dérangeant, effectivement. Oui. Je sais pas s'il y a un lien à faire, mais justement, est-ce que ce genre de film-là, ça vient pas contredire ta thèse, mais dire que finalement, ça se peut, là. Ça se peut un blockbuster
qui dit quelque chose, qui a un point de vue, qui a un propos qui est relativement subversif, puis que ça a un gros succès. Oui. C'est une anomalie pour toi ou Non, c'est... ça ne contredit pas ma thèse, au contraire, ça l'appuie, parce que c'est ça que je dis dans le livre. Hein. Il y a 3 types de films. Il y a des films qui sont vraiment des films de propagande. Ensuite, il y a des films qui semblent être un petit peu provocants, je ne sais pas, mais dans le fond, qui posent des questions. Qui posent certaines questions, mais finalement, les réponses sont les réponses qui sont attendues. On referme la question après. Il n'y avait pas de questions à poser finalement, on s'excuse. Voilà, c'est ça, exactement. Puis la 3e catégorie, c'est des films qui sont vraiment subversifs. Puis ça, ils peuvent arriver de partout, ces films-là. Ils peuvent aussi bien arriver des grands studios que une petite production indépendante. Là, c'est arrivé par le biais d'un grand studio, le Joker. Mais ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais ça a été très, très, très compliqué à financer ce film-là. Oui. Ce scénario-là, ça ne passait pas nécessairement. Ça a fallu que ça soit approuvé. En tout cas, ça n'a pas été aussi facile que les autres films de super-héros. Oui, oui, tout à fait. Il faut même le mentionner. Il faut le mentionner, effectivement. Et souvent, d'ailleurs, des films qui sont très subversifs, ils ont des sorties beaucoup plus confidentielles. Mm-hmm. Ça, les exemples sont extrêmement nombreux. Je donne l'exemple du film Munich, qui est un film... Ça avait passé sous mon radar, très intéressant de Spielberg, quand même, un film de Spielberg. Là. Et un film extrêmement bien fait, mais un film qui va confronter les Juifs et les Palestiniens. Hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, puis ça montre toute la complexité du conflit, puis le fait aussi que quand on commence à entrer dans le cycle de la vengeance, c'est une violence qui n'en finit plus. Bon, c'est une thèse très intéressante. Qui critique un peu Israël au travers. Oui, en plus, il n'y a pas peur de critiquer Israël. Ce film-là a une sortie beaucoup plus confidentielle que les autres films de Spielberg qui envahissent les écrans littéralement. Là. Puis ça a été sorti au moment où Spielberg était en pleine gloire, là, au moment où il était au sommet de sa popularité. Mais ça m'a troublé quand même lire ça. C'est assez surprenant parce qu'on parle quand même de Steven Spielberg. Dans ton livre, tu dis que c'est pas mal lui qui a inventé le blockbuster avec exactement. Jaws. On parle aussi de quelqu'un qui a fait la liste de Schindler. Là, donc, c'est pour Israël, c'est correct. Il a fait des affaires quand même. Il a le droit un peu de critiquer, mais non, il s'est fait refuser ça. C'est un concours de circonstances ou tu penses que c'est vraiment quelque chose qui a... Non, ce film-là, c'est pas... ça dérange un peu. Là. Les studios ont une mise en marché. Hein, donc, ils regardent le film puis ils disent ça. Ils regardent un peu le potentiel commercial et le nombre de salles dans lesquelles ils vont le sortir. Ça, ils ont dit, oups, attention, c'est dangereux, on va limiter la sortie. On n'en fera pas une sortie comme les autres films de Spielberg. Mais des fois, ce qui est intéressant, c'est que des films qui se glissent, qui réussissent. Joker, c'est un film qui se glisse, qui devient extrêmement populaire. Moi, je parle d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas tellement connu, qui a été fait en 1995, qui pourrait se regarder aujourd'hui, qui est très intéressant. C'est l'histoire ça s'appelle Bulworth de Warren Beatty, donc gros acteur. C'est un film incroyable parce que c'est l'histoire d'un sénateur qui est un peu déprimé, qui est très déprimé. Alors, il décide de se payer un tueur à gages pour le tuer, dans le fond, parce que lui n'a pas le courage de commettre le suicide. Et comme il sait qu'il va mourir d'ici peu, il décide de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et là, c'est toute la vérité sur la politique américaine qui est dite dans ce film-là. Et plus il dit la vérité, plus il devient populaire. Plus il devient populaire, moins il veut mourir. Bon, c'est ça. Mais ce film-là a été un des films les plus populaires au moment où il est sorti. Il était, je pense, le 4e ou le 5e dans les films avec la plus vaste assistante. Okay. Donc, et pour moi, c'est peut-être le film le plus subversif, ou en tout cas un des plus subversifs qu'Hollywood a jamais fait. Grande sortie publique, une comédie en plus, mais d'un cynisme et aussi d'une finesse dans l'analyse politique. Je vais écouter ça, mais est-ce que tu penses qu'on a volontairement voulu oublier ça, même si ça a été un succès, parce que c'est pas quelque chose qu'on nomme souvent, en fait. Non, c'est vrai, mais c'est les films des années 80, c'est un film des années 90, là. Ouais, mais quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas si longtemps, puis les grands films des années 90, on s'en rappelle encore. Ouais, c'est vrai. Ça a quand même passé sous le silence dans l'histoire, finalement. Ouais. Tu parlais de la deuxième catégorie, tantôt les films qui posent des questions, mais finalement referment la question sur elle-même. C'est bon, on s'est posé la question, mais il n'y avait rien à voir là. As-tu des exemples de films comme ça où on essaie de... On fait semblant, finalement. C'est un peu ça. On fait semblant de poser un problème. On fait semblant d'être subversif, mais finalement, on joue exactement. le statu quo. C'est ça. Oui, c'est ça. Ou on passe à côté de la question. Tu sais, souvent, on commence par dénoncer un problème politique. Puis là, finalement, tu te rends compte que c'est pas le problème politique qui est important, c'est un fou, un tueur, c'est lui la vraie cause. Là. Dans les films récents, peut-être The Irishman, là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, ça, c'est un film qui est très politique par son sujet, puisqu'on parle d'un grand syndicaliste qui s'appelle Jimmy Hoffa, qui a beaucoup marqué l'histoire de ce
États-Unis. Il y a eu 3 films d'Hollywood qui ont été faits sur lui, hein, quand même intéressant. C'est quelqu'un comment je pourrais dire, qui a beaucoup contribué au développement du syndicalisme aux États-Unis et qui s'est aussi associé à la mafia. Ouais. La question qu'on peut se poser, comment un syndicaliste qui défend quand même les valeurs syndicales va s'associer à ce point-là avec la mafia? Donc, on s'attend un film qui parle de ce personnage-là, on s'attend qu'il développe au moins, qu'il nous fasse réfléchir là-dessus. Mais le film de Scorsese, remarquez que je suis un grand admirateur de Scorsese, j'aime beaucoup ses films, pour moi c'est un grand cinéaste, que ça soit clair, mais dans ce film-là, il ne fait pas le lien entre les deux. Ce qui l'intéresse, c'est les problèmes personnels, la psychologie du personnage, la psychologie de l'autre personnage, The Irishman, incarné par Robert De Niro, qui est un peu un psychopathe. Bon, et à mon avis, la question politique est évacué de ce film-là. Donc, voilà, ça mais effectivement, moi, j'ai sorti... Ben, je ne suis pas sorti de ce film-là, il était sur Netflix, j'étais chez nous. Mais, mais j'ai éteint ce film-là. J'en connaissais pas vraiment plus sur Hoffa. J'ai pas vraiment compris comment tout ça s'était déroulé, développé. J'ai vu, bon, c'est comment les personnages ont fini, là, mais on va pas très loin là-dedans. Alors que le premier film qui a été fait sur Hoffa, qui était filmé en 1978 par Barry Jewishin, et le comédien principal, c'est Sylvester Stallone. Et oui, donc ce film-là il était dans son pic, là. C'est ça. Mais ce film-là explique bien pourquoi il s'est allié à la mafia, comment ça s'est passé, comment il a perdu le contrôle. Mais la raison, c'est que les patrons engageaient des hommes de main pour écraser tout le mouvement le mouvement ouvrier. Ouais. Alors, lui, Hoffa, il s'est dit, ça écoute, prend un contre-pouvoir. C'est ça, ça prend que moi aussi, je vais engager mes gros bras. Mais ça, c'est super intéressant, ça pose une question vraiment... C'est où je vais les trouver, les gros bras? Mais dans la mafia, si je les paye, tu sais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, évidemment, ça a été un engrenage, j'ai été pris là-dedans. Donc, c'était le patronat contre la mafia, à quelque part. C'est-à-dire le patronat contre les ouvriers qui sont associés à la mafia. Exactement, donc, c'est... Mais c'est quelque chose pour établir un c'est beaucoup plus riche que oui, c'est ça. Que juste des du tirage de gars. Mais ça, il y a quand même un questionnement là-dessus sur l'obsession aussi des films de mafia. Je me suis toujours demandé s'il y avait quelque chose de sain là-dedans, notre obsession pour ça. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de films de mafia pour l'esthétique, pour l'espèce de mythe qui vient avec ça. On aime l'ambiance du truc, on glorifie des criminels finalement, mais on pose jamais vraiment la question sur qu'est-ce que c'est ça vient d'où et pourquoi on a ça. Tu sais, j'ai toujours un malaise avec les films de mafia. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je sais pas si tu as le même malaise. Oui, c'est vrai. Les Italiens ont fait plusieurs films de mafia aussi qui sont peut-être plus intéressants parce que là, justement, on essaie d'établir les causes. Hein, comment ça se fait que... Puis aussi, on voit plus les conséquences de la mafia sur la société italienne qui sont absolument terribles. Puis encore aujourd'hui, ils en subissent les conséquences. Mm-hmm. Aux États-Unis, effectivement, le mafieux devient un personnage qui transgresse, tout simplement. Hein? C'est ça qui fascine, qui n'a pas peur de la mort, qui va jouer avec le feu constamment. Puis ça fait des bonnes histoires. Qu'on le veuille ou non, ça fait des bonnes histoires. Hein? Ça devient captivant. C'est vrai qu'aux États-Unis, Hollywood va styliser ça, va en faire des grands films, par exemple. Le film Le Parrain, c'est un film... c'est un magnifique film. D'ailleurs, c'est un film qui réussit à satisfaire à la fois le grand public. C'est un succès commercial phénoménal et en même temps, c'est un succès de cinéphile parce que c'est un film qui est apprécié par tout le monde. C'est ça, c'est reconnu comme un des grands films de l'histoire du cinéma américain. Hein, c'est un film qui réussit ce lien entre les deux. Effectivement, ce film-là a peut-être tendance justement à glorifier la mafia, en faire quelque chose de fascinant, d'extraordinaire. Par l'esthétique, c'est ça. Mais je pense aussi que ces films-là montrent aussi que tout le danger. Parce que dans le danger de s'attaquer à la mafia. C'est ça. Le danger, parce qu'on pourrait en faire des très bons films de mafia au Québec. Hein? Il y a beaucoup de liens. Mafia Inc. qui va sortir. Moi, j'ai reçu Marc-André Grondin. J'ai bien hâte de voir ça, qui est basé sur le livre Mafia Inc. d'André Cédillo. Mais ouais, puis il y a eu je sais pas si tu as vu ça, le reportage en enquête récemment sur les liens entre la mafia et les Saputo. Oui, tout à fait. La mafia, c'est quand même important au Québec. Oui, c'est un sujet
un sujet qu'on devrait aborder un petit peu plus, mais qui est quand même dangereux. Oui. J'ai envie de parler de propagande un petit peu plus précisément. Ouais. Ça remonte à quand, la propagande? Parce que moi, je me rappelle avoir lu justement dans les films les livres de Noam Chomsky, à quel point ça remontait à Edward Bernays. Oui, c'est ça. Ça a commencé avec la publicité, finalement, la propagande. Ça s'est muté en autre chose. Ça remonte à la publicité, finalement, la propagande. Ça a commencé avec ça. Mais le cinéma va se rendre compte très rapidement de son pouvoir de séduction et séduisant, mais il devient un outil de propagande là, vraiment essentiel. D'ailleurs, c'est pas seulement les Américains qui se sont rendus compte de ça. Les nazis, par exemple, il y a tout un cinéma de propagande. C'est pas un nazi. peu les premiers, eux autres, à avoir fait ça quelque part, comment elle s'appelle, Leni oui, c'est ça. De la pure propagande. Ça, c'était carrément la propagande arienne. Puis il y a eu beaucoup d'avancements techniques de la cinématographie avec cette femme-là qui voulait montrer des hommes plus grands que nature avec des prises de vue incroyables. Une excellente cinéaste, mais moi je l'ai vu, Le Triomphe de la volonté, c'est un film d'un ennui mortel. C'est pas 4 heures, cette affaire-là? C'est ça, des discours de chefs nazis puis des parades militaires, bien filmés peut-être, en tout cas. Mais ce qui est intéressant de Hollywood, c'est qu'ils ont une approche beaucoup plus fine, hein? C'est-à-dire que pour eux, une bonne histoire est peut-être ce qui compte d'abord et avant tout. Donc, c'est dire que les gens vont être plus sensibles à la propagande si on leur donne un récit qui est fascinant, ce qui n'est pas le cas des films de propagande nazis. Et aussi, ils se sont rendus compte que le cinéma, dans le fond, c'est très bon pour l'image des États-Unis à l'extérieur des États-Unis. Donc, c'est intéressant de savoir qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ils ont imposé des quotas de films américains dans les salles françaises. Hein, ils ont dit oui, et ils ont aussi limité la production de films français. Ça, c'est l'intention. Évidemment, le milieu français s'est braqué, puis ils ont réussi à enlever ce projet des États-Unis. Mais ce qui est intéressant là-dedans, d'abord, ils voulaient exporter plus de films. Ils éliminent un compétiteur, le compétiteur français. Il faut dire qu'en France, à cette époque-là, il se faisait énormément de bons films. Je pense que ça fait encore aussi aujourd'hui. En tout cas, c'est un cinéma un peu rival d'Hollywood, mais surtout, ils vont propager un mode de vie, le mode de vie américain, des valeurs américaines. On en parlait tout à l'heure, on voit comment les films de super-héros, ça diffuse des valeurs américaines. Je ne suis pas sûr qu'en Chine, je ne suis pas sûr que même ici au Québec ou dans d'autres pays, en Amérique du Sud, on a ces mêmes valeurs-là. Mais à force de les entendre, de se faire marteler, de voir ce cinéma qui exporte, on les intègre, c'est ça, on les intègre et c'est la force de ce cinéma-là. Oui. Donc c'est ça, la propagande, les films de propagande américains, c'est un peu pour ça. Ça promouvoit le mode de vie américain un petit peu partout dans le monde. Mais ça a été conscient parce que là, on parle c'est un post-Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je trouve ça intéressant quand même. Parce que les films de Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Et c'est toujours du côté des Alliés. Mais on parle jamais de la bombe atomique. Ça n'a pas vraiment existé. C'est tout ce problème-là d'éthique et le bon n'est pas nécessairement complètement bon. On n'aborde jamais ça. C'est toujours d'un seul côté. Oui, puis quand on l'aborde, c'est plus les États-Unis qui se posent comme victimes. Hein. C'est intéressant de voir qu'ils vont beaucoup se poser comme victimes dans un film, vraiment, ça c'est de la grosse propagande des années 80 qui s'appelle Red Dawn, où ils s'imaginent envahis par les Russes, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça vaut pas la peine d'aller le voir parce que c'est vraiment très, très mauvais. Mais le pire, c'est qu'ils en ont fait un remake. Et là, c'est la Corée du Nord qui a fait les États-Unis. C'est complètement improbable. Donc, l'imagination est là. Donc, c'est ça. Ils se posent comme victimes. Un exemple aussi assez typique, c'est dans le fameux film, un autre beau film de propagande, celui-là, à peu près tout le monde l'a vu, Rocky IV. Hein, oui, ça t'en parle. Ça, c'est très drôle. Tu dis que c'est l'ultime film de propagande. L'ultime film de propagande, exactement. Où le boxeur américain va s'entraîner dans la nature, donc il retrouve toute la racine, ses racines. Il est proche de l'être dans tout ce qu'il a. Le russe robot. Le russe robot hyper... technologique. Appuyé par une technologie de pointe, alors que dans la réalité, c'était un peu le contraire. C'est carrément l'inverse, ouais, non, mais mais ça fonctionnait. Ça fonctionne bien, ce genre de choses-là.
c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de questions à se poser, ça finit de la manière qu'on veut que ça finisse, c'est bon, il était bon, il a gagné, lui était méchant, c'est fini, good, je peux retourner à ma vie, puis tout va bien finalement. Puis aussi, ce que les gens à l'étranger se disent, regardez, le héros, c'est toujours un Américain, c'est lui qui triomphe. Le dramaturge Wajdi Mouawad avait témoigné de ça, il était au Liban, il voyait des films américains, les Américains ont toujours le bon rôle, ils gagnent tout le temps, alors finalement, spontanément, j'étais du côté américain, c'est tout, c'était eux les bons, tu vois, parce que quand on consomme ce cinéma-là, on pense cette chose-là. Évidemment, quand on devient adulte, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes, surtout quand on reste dans ces pays-là, et que l'arabe est toujours dépeint comme, ou en tout cas très souvent, comme l'ennemi le plus sanguinaire, le plus méchant, celui qu'il faut détruire. Donc, mais c'est quand même fascinant. Je pense à ça, je repense à Rocky, puis beaucoup de films de Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, les Américains se mettent souvent en position d'underdog, comme les négligés quand c'est complètement faux. C'est pas ça qui se passe du tout dans la réalité, mais on aime se voir comme l'American Dream, à quelque part. On va partir au bas de l'échelle, arriver au top, puis puis la sympathie va toujours à celui qui semble dans une position défavorable et qui va triompher des obstacles devant lui. Et ça, effectivement, on vient complètement fausser la réalité quand on connaît la puissance de cet empire, quand on connaît tout ce qu'il a fait dans les 100 dernières années. C'est loin d'être... Même dans des films que ça devrait pas être ça, que ça devrait être évident que l'Américain n'est pas la bonne personne. Je pense... je suis content que tu en parles dans ton livre, parce que quand c'est sorti, j'étais probablement un des seuls à gueuler après ça, mais The Hurt Locker... Oui. Bon, on parle de... les Américains envahissent l'Irak, puis tout ça, mais ils réussissent quand même à se mettre comme des espèces de underdog, encore une fois, contre les espèces de vilains Irakiens. On n'explique pas la situation, on envahit ce pays-là à quelque part, mais on ne traite pas cette problématique-là. Ça a gagné un Oscar. Mais ce film-là est intéressant parce que justement, dans les films de propagande, pour moi, c'est un renversement. Parce que les films qu'on faisait avant ça, dans les années 90, dans les années 2000, c'était très caricatural. C'est l'espèce de super-héros qui arrive, puis qui détruit les ennemis avec une force incroyable, puis bravo, à la fin, on est content de lui. Mais ce film-là, la situation vient de changer. Les Américains ont envahi l'Irak et aussi, ils ont été victimes d'une campagne où ils ont occupé le mauvais rôle. Ils ont été très impopulaires. On pense à tous les mouvements anti-guerre qu'il y a eu avant l'invasion de l'Irak. Donc, ils occupent une position assez différente. Alors, s'ils arrivent encore avec cette espèce de héros gros bras qui arrive avec sa mitraillette puis tout le monde, ça ne marche pas. Ça fonctionne donc, pas. Ça prend une meilleure image. Donc, on va... ça va être meilleur dans deux sens. Premièrement, on va faire un bon film. C'est une bonne réalisatrice qui va faire ce film-là. C'est bien fait et c'est pour ça que ça remporte l'Oscar. Et le rôle de l'Américain est un rôle beaucoup plus positif. C'est le démineur, c'est lui qui enlève les mines posées par les méchants Arabes, qui va sauver la population d'elle-même. Donc, ça prend l'Américain avec la technologie. Oui, c'est épouvantable. Pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est eux-mêmes. On sait que la guerre en Irak, c'est une catastrophe épouvantable, que certainement Saddam Hussein n'était pas un ange, mais ce qui est sorti après, c'est le pays dans le chaos. Il est toujours dans le chaos encore aujourd'hui, donc des années après l'invasion d'Irak. C'est ça, exactement. Alors, présenter l'Américain comme un sauveur dans un film extrêmement bien fait, qui gagne un prix, c'est un chanson. Puis il y en a eu d'autres dans ce style-là par la suite. Cette réalisatrice-là a fait Zero Dark Thirty. Il y a aussi The Sniper, American Sniper, je pense pas. Clint Eastwood, qui est vraiment bien fait aussi, là. Puis toujours avec l'idée du tireur américain, mais qui tue juste des ennemis qu'il faut détruire de toute façon. Donc, plusieurs de ces films-là qui vont changer vraiment l'optique du film de propagande, qui vont les rendre plus intéressants. Un autre film, par exemple, c'est Argo aussi, qui a gagné un Oscar, qui tasse complètement le travail de l'ambassade canadienne pour dire c'est nous Américains, donc on fait du revisionnisme historique gros comme ça, mais c'est un film bien fait avec des stars, etc., qui donne une bonne image des États-Unis. Ça, c'était la prise d'otage en Iran, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la prise d'otage en Iran, il y a autour des années 80. Je pense, ça me fait penser à toutes les guerres qu'il y a eu aux États-Unis. J'essaie de trouver si ça arrive où les Américains se racontent leur histoire correctement de leur conflit armé. Est-ce qu'il y a des exemples de ça? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils le font. Ouais. Oui, ils le font. Puis, par exemple, juste la guerre en Irak, il y a le film Redacted
de Brian De Palma. Okay. D'ailleurs, un film qui a eu une très faible diffusion, même si c'est un réalisateur très, très connu, où il montre des soldats américains en train de violer une jeune musulmane, et puis évidemment, les effets que ça fait. Puis un film que je trouve très, très beau, ça s'appelle In the Valley of Ella. Ça aussi, un film avec une très, très faible distribution. Ça montre l'effet de post-traumatisme, évidemment, de la guerre, puis aussi des espèces de machines à tuer complètement insensibles qui résultent finalement de cette guerre, des jeunes qui s'en vont à la guerre puis qui perdent l'espèce de contact avec la réalité, qui deviennent des espèces de psychopathes, c'est ça. Et un Américain moyen, un père qui découvre ça. En tout cas, on est avec lui, on découvre toute l'horreur de la guerre avec lui. C'est un film magnifique. Et le film finit, on met le drapeau à l'envers. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? On met le drapeau, ça veut dire on est dans la merde, venez nous aider. Donc, le film finit par ça. C'est quand même assez fort. Très faible diffusion. Très faible diffusion. Mais j'ai l'impression aussi, des fois, peut-être l'intérêt est moindre quand on pose la question d'une manière un petit peu plus complexe. Moi, je me rappelle spontanément, quand on avait sorti Saving Private Ryan, c'était en même temps que The Thin Red Line. Puis The Thin Red Line, c'était beaucoup plus critique, avec une vision plus poétique et plus critique de la guerre, des horreurs de la guerre. C'est ça qu'on voulait montrer. On essaie de montrer le côté humain des Japonais là-dedans aussi. Un peu passé sous le radar, tandis que Saving Private Ryan avait complètement le haut du pavé. C'est vrai qu'il y avait une vision beaucoup plus patriotique, là, c'est clair. Saving, c'est ça. On a une responsabilité des fois en tant que oui, mais aussi ça dépend, tu sais, l'accessibilité à l'œuvre, c'est extrêmement important. In the Valley of Ella, je suis tombé dessus quasiment par hasard, là, puis j'avais fait une grosse recherche. Ça n'a pas été montré dans les salles, ça a été aux États-Unis, je me souviens plus le nombre de salles, mais très, très, très limité. Pourtant, c'est un film captivant. C'est très, très bon, ce film-là. Hein? C'est pas moins bon que les autres films dont on parlait. Là. Donc... Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. On les trouve où, les films subversifs? Parce que là, je trouve que ça s'en vient compliqué. Parce que là, on a l'impression qu'on a accès à tout. Là, avec toutes les nouvelles plateformes, on a Netflix, on a Crave, il y a les iTunes et compagnie. Et moi, je réalise qu'à chaque fois que je cherche des films un peu plus subversifs, un peu plus pas nichés, mais des fois, c'est des films qui ont eu des grosses diffusions, mettons des films britanniques, des films français, tout ça, extrêmement difficile à trouver. On a l'impression d'avoir une étendue là, de choix incroyable, quand finalement, quand tu réalises, c'est assez limité, c'est très dirigé puis orienté. C'est extrêmement... Je ne sais pas si c'est plus difficile qu'avant de trouver des films subversifs, mais... moi, je pense que le problème que tu soulignes, là, c'est un problème réel actuellement. Hein, c'est le problème qu'on appelle les algorithmes de recommandation. Oui. C'est ça. Alors, si on fouille là-dedans, qu'est-ce que ça fait, les algorithmes de recommandation? Mais si tu vas nicher, justement, un film, là, t'en trouves un. Okay? Un film subversif, intéressant, bien fait. Là, ils vont te renvoyer à quelques films pareil, OK? Donc, ça envoie du pareil au même. Et là, quand le répertoire est épuisé, à quoi on va te renvoyer? On va te renvoyer un film de super-héros. Caricature un peu, mais c'est ça. Il y a comme deux catégories. Le pareil au même et l'ultra-commercial. Ces algorithmes sont faits aussi beaucoup selon la consommation. C'est-à-dire, plus un film est populaire, plus il y a des traces sur Internet, plus il va se retrouver en haut de la catégorie. Hein? Alors, ça fait une espèce d'effet boule de neige que plus un produit culturel, peu importe, c'est la même chose en cinéma, en musique, etc., plus un produit culturel est apprécié, plus on dirige les gens vers lui. Et les gens, actuellement, n'ont pas le temps de faire des recherches tout le temps pour savoir, pour trouver le film ou, je ne sais pas, la musique correspond vraiment à ce qu'ils font. Alors, on a ces logiciels de recommandation qui occupent toute la place sur Amazon, sur Netflix, sur les autres plateformes. Donc, on nous dirige vers ça et effectivement, c'est un problème majeur actuellement là, que la culture soit... Moi, j'utilise le terme enclavé. J'ai écrit un essai là-dessus, ça s'appelle « La culture enclavée ». Donc, ça soit vraiment de plus en plus difficile de passer d'une catégorie à l'autre, finalement. Non, je suis 100% d'accord. Je me rappelle plus c'est quel réalisateur, d'ailleurs, qui s'était comme insurgé contre des sites comme Rotten Tomatoes ou tout ça, où finalement, ça revenait du pareil au même, puis c'est pas tout le monde qui avait les mêmes goûts, tu sais. Ça peut être un navet pour un, peut être un chef-d'œuvre pour d'autres. Il y en a qui comprendront pas le propos d'un film, il y en a d'autres qui ça va connecter complètement, puis on peut pas juste juger les films par rapport à ça, parce que ça, c'est des espèces de méta... des méta-critiques, là, finalement, là, mais finalement, tout le monde écoute la même affaire.
affaire, tout le monde pense pareil, puis c'est ça, puis il n'y a pas d'autres options, tu sais. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est intéressant de voir que le fait, c'est comme s'il va y avoir une espèce de démocratie, finalement. On dit, regardez, les films les plus populaires, ceux qui sont regardés par tant de personnes, ben, c'est un choix démocratique. C'est nécessairement les meilleurs parce qu'ils sont regardés par tant. Et aujourd'hui, les palmarès là, occupent une place vraiment incontournable. Fou, hein? Puis, juste pour le cinéma, on a toutes les semaines, c'est quoi le film qui est le plus regardé? Alors, c'est ça. Moi, j'ai pas le temps de lire toutes les critiques. Je regarde, c'est celui-là qui est le plus regardé, je vais y aller. En y allant, bien évidemment, je contribue à hausser les statistiques. Alors, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire sur la recommandation, hein, et ça, les gens dans le milieu artistique sont très conscients de ça, sur la recommandation pour essayer de diversifier, pour ramener la diversité, parce qu'actuellement, la diversité existe. Comme tu disais, le nombre de productions culturelles auxquelles on a accès, c'est absolument hallucinant, mais il y en a tellement, puis on est tellement mal guidé là-dedans que justement, on va nous ramener toujours vers les mêmes produits. On se retrouve dans un paradoxe total, hein, où malgré l'abondance de produits culturels, ben, il y en a toujours quelques-uns qui vont avoir toute l'attention. Mais c'est fascinant parce que tu parles du box-office, mais ça fait en sorte que des fois, les gens ils vont voir des navets glorifiés. Là. Là, c'est numéro 1, je vais aller voir ça. Puis, tu sais, ils envoient pas tout le temps des films. Fait qu'ils sont comme, j'imagine que c'était correct. Là. Ils rentrent chez eux, puis j'ai vécu une expérience, puis tout ça, mais... Après ça, quand tu vois des vrais bons films, tu fais comme, mon Dieu, pourquoi je vois pas tout le temps des... Tu sais, je pense, t'en parles dans ton livre, et j'ai beaucoup aimé ça, moi aussi, le film I, Daniel Blake, de Ken Loach. Oui, c'est ça, que j'avais été voir ça au cinéma, puis moi et ma blonde, donc on pleurait, puis c'est vraiment, vraiment touchant comme film. Pour la première fois, je voyais un film qui parlait des vrais gens, des vrais problèmes, puis de la manière d'affronter ces problèmes-là. Tout en étant une bonne histoire. Tout en étant une bonne histoire aussi. Bonne histoire, c'est émouvant, c'est bien fait, filmé, effectivement. Oui, mais c'est rare quand même qu'on voit des films comme ça. Puis moi, je l'ai vu au cinéma Beaubien. Là. C'était pas au goût de ça. Pas vu ça au goût de l'eau. Non, effectivement. Mais ça c'est une chose aussi. Après, c'est que c'est difficile à trouver les films britanniques, les films français. Mais on n'a pas accès nécessairement tout le temps à ça. Ils ne se rendent pas nécessairement toujours de notre côté dans les cinémas et tout ça. C'est compliqué. Puis nous, en plus, on est dans le système de distribution domestique américain. Donc, on n'a pas d'identité propre. Là. Heureusement qu'il y a des cinémas indépendants, effectivement, comme Cinéma Beaubien, c'est un exemple, Cinéma du Parc, etc. Heureusement qu'on a ça, mais sinon, on est dans le réseau domestique américain, puis on fait partie du marché américain. C'est quand même un problème au niveau de la diffusion des films. Voyons, j'ai perdu le fil de ma pensée. Là. On parlait de Daniel Blake, moi je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça, oui. C'est un réalisateur que tu aimes beaucoup. Toi, tu trouves que c'est comme dans les films subversifs, on parle pas mal du top. Là. Ken Loach, c'est systématique. Tous ses films sont vraiment posés questions politiques, des questions très intéressantes, de manière subversive, qui va à l'encontre, disons, des idées reçues. C'est un cinéaste extrêmement courageux. Il va faire des films parfois historiques, très bien faits, mais des films sur des problématiques contemporaines. C'est vraiment un cinéma, à mon avis, c'est peut-être le plus intéressant. Un cinéaste qui est complètement indépendant aussi, mais il n'est pas dans lui, c'est un Britannique. Hein, donc, est-ce qu'il est célébré au Royaume-Uni ou... Non, c'est pas parmi les plus populaires, mais il est très réputé. Succès d'estime. Succès d'estime, très réputé auprès des cinéphiles. Ouais. Tu parles que les sujets, pas à éviter, mais les sujets qu'on voit moins souvent, c'est quand on parle de solidarité, de syndicalisme, et tout ça, c'est des sujets... aussitôt qu'on sort de les histoires individuelles d'une personne qui monte là, dans l'échelle sociale, aussitôt qu'on sort de ça, c'est plus difficile. C'est les sujets qu'on évite. Le syndicalisme... Oui, il y a certains films qui sont intéressants là-dessus. Un film que je trouve très intéressant qui s'appelle Mate One. Mate One, c'est une ville qui est aux États-Unis. C'est un syndicaliste qui arrive dans un milieu qui est en grève des mineurs. Puis ça, les grèves des mineurs, ça a été très, très important dans l'histoire des États-Unis, dans cette région-là. Les grèves des mineurs du charbon, donc il y avait tout un enjeu au niveau de l'énergie. Hein. Et dans ce film-là, le syndicaliste arrive. Ce qui est intéressant, on a l'impression que c'est le héros. Ben non, c'est pas le héros. Okay? C'est tout simplement quelqu'un qui va s'intégrer à un mouvement collectif où il n'y a pas de personne dont les autres vont dépendre pour avancer. Mais c'est ça qui manque. Ça c'est très rare. Ça, c'est rarissime là, dans le cinéma américain.
Dans les autres cinémas, ça se retrouve peut-être plus. Le cinéma français, il y a quand même une tradition où, comment je pourrais dire, des mouvements populaires vont se créer et vont donner des résultats. Mais moi, je pense quand même que c'est un film, je ne sais pas si tu as vu ça, mais je le conseille. C'est un film américain, ça s'appelle Sorry to Bother You. C'est du réalisateur Boots Riley. Boots Riley, c'est un rappeur militant, très militant, de gauche et tout ça. Puis c'est l'histoire d'un noir qui fait du télémarketing. Puis là, la gang de télémarketing veulent se syndiquer. Puis lui, il se fait demander pour être peut-être un gérant, là, être au-dessus des autres. Puis lui, il fait comme, bon, ben, tu sais, c'est plus d'argent, fait que je vais y aller. Puis là, il réalise qu'il y a de plus en plus de responsabilités. Puis là, ça devient un peu fantastique. Où il vend des armes à l'étranger. Il fait des affaires vraiment bad pendant que les autres sont en train de créer un syndicat par en dessous. Donc lui, il est le héros du film, mais finalement, il est le méchant du film. Puis après ça, il revient dans le syndicat. Mais ça a été extrêmement difficile à financer. Je l'entendais en entrevue, ce réalisateur-là. Il a fait des pieds et des mains, il était emprunté à gauche, à droite pour finalement faire ce film-là, qui a été il y a eu un certain succès quand même pour un film indépendant. Donc c'est possible. Intéressant, ça. Oui, bien, il y a un autre film aussi sur justement l'histoire d'un type qui se fait expulser de sa maison suite à la crise là, de 2007-2008 où les gens ont perdu leur maison parce qu'ils n'étaient plus capables de la rembourser. Donc, il se fait expulser de sa maison et il devient lui-même, il est engagé par la personne qui l'a expulsé pour qu'il devienne lui aussi quelqu'un qui expulse les autres. Donc, ça aussi, c'est ça, ce fameux dilemme-là. Tu vas être payé un peu plus, exactement, mais tu vas trahir créer les solidarités, mais les briser aussi, c'est intéressant. C'est quoi le titre? C'est ça, mais là, c'est dommage. Ça t'échappe? Ça m'échappe. On a parlé un petit peu du cinéma québécois. Est-ce qu'il y a ça au Québec? Parce que nous autres, c'est un cinéma étatique, là. Oui. Est-ce qu'il y a ça un peu de propagande au travers de notre cinéma où nous, c'est pas nos ambitions? Parce que, tu sais, je sais qu'à l'époque, j'en ai beaucoup parlé au podcast quand même, là, mais bon, il y a Pierre Falardeau qui il avait l'impression qu'il était censuré un peu. C'est quand même des décisions qui sont prises par l'État et ça a ses qualités puis ses défauts, là, que ce soit au privé ou à l'État, mais c'est quoi la vision que tu portes sur le cinéma québécois? Ben moi, je trouve que c'est un cinéma qui est assez équilibré entre des films grand public, des films d'auteur. On a vraiment les deux. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est un cinéma qui est très intéressant. On le voit à l'échelle internationale. Il y a une reconnaissance internationale du cinéma et effectivement, le fait que ça soit un système de subvention publique, c'est quand même quelque chose qui est assez bien. Aussi, où les pairs ont beaucoup d'importance. Donc, les pairs vont évaluer les pairs. Donc, ça donne un système qui est loin d'être parfait, évidemment, parce que c'est toujours le problème de l'entonnoir, le nombre de personnes qui veulent faire des films, qui ont des choses à dire, et le nombre de films qu'on peut produire. C'est clair que ça déclenche une série de frustrations, mais je trouve que c'est un système quand même dans lequel il y a un bon équilibre, et je pense qu'on peut être assez fier de notre cinéma, finalement, puis de la façon dont il est produit. Il faut dire aussi qu'au Québec, on a un petit bassin de population, donc sans intervention publique, on n'aurait pas de cinéma, on aurait un cinéma qui serait, je ne sais pas, seulement sur les seuls critères de la rentabilité. Je pense que ça ne serait pas un cinéma aussi riche que c'est vrai qu'il y a quand même on a cette... c'est pas une liberté, là, c'est une liberté qu'on se donne à quelque part de pas nécessairement être axé sur les chiffres. Je pense de toute manière, un des plus grands succès de l'histoire du cinéma québécois n'a même pas remboursé totalement le budget. Là, c'est quand même... Je pense que c'est Bon Cop, Bad Cop. Ça a coûté, je sais pas, quelque chose de 10 millions, je ne sais pas trop. Là, je dis n'importe quel chiffre, mais peut-être ça arrive even, mais à peine. C'est pratiquement impossible de rembourser dans le marché qu'on a. Donc, tant qu'à faire un film, tu vas dire ce que tu veux, tu vas avoir le propos que tu as envie d'avoir. Et on voit aussi, ce qui est intéressant du cinéma québécois, c'est que ça lui permet aussi de résister au déferlement des films américains. On voit je ne sais combien de cinémas nationaux qui sont d'une faiblesse incroyable. Moi, je suis un grand amateur de cinéma italien. Dans les années 60, 70, même 80, il se faisait des quantités incroyables de films. Maintenant, c'est un cinéma déliquescent. Là. Il y a quelques films par année, c'est tout. Il y en a encore des très bons, mais il a été écrasé par la machine hollywoodienne. Et pas seulement celui, pourtant, le cinéma... une grande tradition, Fellini. Oui, c'est ça, une grande tradition, effectivement, mais cette tradition, elle n'est plus vivante. Là. Le cinéma italien n'est plus l'ombre de ce qui était, malheureusement. Et tout ça parce que lorsqu'on laisse justement les lois du marché, on dit ça va être ça, le film le populaire, le film, c'est les plus puissants qui le prennent. Aujourd'hui, il y a quand même un impérialisme culturel qui est très, très important dans le monde, pas seulement dans le cinéma, dans le domaine de la musique aussi. Donc, cet impérialisme-là est en train de
tuer les autres cultures. Hein. Ouais. On le voit au Québec, et surtout avec l'arrivée de l'informatique, avec l'arrivée des plateformes Internet, qu'on n'a plus le contrôle là, de la distribution. Les produits américains vont vraiment envahir le marché. Donc, la musique québécoise a beaucoup de difficultés de survivre, même si elle reçoit une forme de subvention. Et Ouais. partout dans le monde, c'est ce même phénomène. C'est intéressant, les humoristes, vous avez quand même... On échappe encore à ça. Non, vous avez une espèce de barrière là, qui est comme infranchissable, c'est la barrière de la langue. Ouais. Puis, comment je pourrais dire... Ben, en fait, la force de l'humour, c'est de voir ça en personne. Puis oui, il y a des humoristes américains qui viennent à Montréal, mais en région, ils viennent pas. Donc, c'est ça. Puis encore, il faut avoir une très bonne maîtrise de l'anglais pour comprendre exactement. l'humour. C'est pas nécessairement donné à tout le monde. Puis même un humoriste français qui vient au Québec, il y a comme une barrière culturelle qui fait qu'il y a une certaine difficulté, en tout cas. Je pense que, puis ça, c'est quelque chose qu'on dirait que des fois, il faut expliquer avec les autres arts, mais que l'humour, ça vient naturellement. C'est que en tant que... Moi, je suis un humoriste québécois, je parle aux Québécois, c'est très clair. C'est ça, l'échange est clair, tandis que les autres formes d'art, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'on s'identifie peut-être moins ou on ne comprend pas toute la force de notre culture, de notre bulle à nous autres, d'entretenir cette affaire-là. Parce que tu peux entendre un humoriste américain venir te faire des blagues sur Donald Trump, puis tu vas trouver ça drôle, mais tu ne te sentiras pas investi. Interpellé. Tu ne te sentiras pas interpellé. Tandis que je ne sais pas trop, la machine a tellement été forte sur peut-être le cinéma américain, sur la musique américaine, que tout ça, qu'on se sent comme, ben non, je pense que c'est quand même moi, là, ces gros blockbusters-là, même si ça parle pas nécessairement de moi. Mais je pense qu'en général, il faudrait valoriser l'art, la culture. Tu sais, je pense au cinéma québécois. Nous, notre grande fierté, c'est le cinéma de l'ONF des années 70 et tout ça. Si on se rappelle pas là, des films qui vendaient le plus dans ces années-là, c'était pas les films les plus populaires. Là. Non, c'est pas un critère. C'était qui est... Moi, je sais pas, ça devait être deux femmes en or ou je sais pas quoi. Mais aussi c'est une époque très différente parce que, dans le fond, ce qui faisait... Comment je peux dire? Les forces du marché, c'était pas ça qui comptait dans ces époques-là. Là, je ne veux pas dire que c'était meilleur avant, que c'est juste réfléchir sur comment on finançait les arts. Okay? Dans les années, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'importance, on dit, là c'est cette notion d'État-providence, c'est-à-dire que l'État doit financer les arts. Okay? Alors, l'implication de l'État dans le financement des arts était extrêmement importante. Et aussi, on valorisait l'éducation. On disait l'art, l'éducation, l'État a comme mission de transmettre ça à l'ensemble de sa population. Okay? Alors, ce qui faisait qu'il y avait une production culturelle qui dépendait de l'État et qu'on a encore gardé ici au Québec. C'est intéressant quand on parlait du système cinématographique. Ici, on n'a pas scrappé tout ça puis dit, non, on a gardé ça. Le système aussi de financement par les conseils des arts, c'est quelque chose qui existe encore et ça donne à notre culture une capacité de résistance, disons, à la culture américaine. Le problème nouveau qui arrive actuellement, c'est justement le problème de recommandation. Actuellement, nos artistes font des choses, mais ils ne prennent pas leur place, ils ne peuvent pas prendre la place sur des plateformes informatiques, des plateformes sur Internet. Alors, à ce moment-là, on a l'œuvre qui existe, qui est là, qui est bonne, qui est excellente, mais qui n'arrive pas à rejoindre le public qui l'aimerait naturellement. Donc ça, c'est un petit peu un des problèmes qu'on a actuellement. Mais je mettrais une petite parenthèse, quand même, un petit astérix sur ce que tu dis par rapport au mandat que l'État se donnait par rapport à l'art en général. J'ai pas l'impression que ça s'érode un peu. Tu sais, je pense juste à Radio-Canada qui avait un espèce de mandat d'éducation puis de culture et tout ça. On tend vers le divertissement de plus en plus. Là. Tu sais, le balancier est en train de pencher de l'autre base, qui est les lois du marché aussi, à quelque part, je comprends ça. Des fois, j'ai l'impression qu'un peu le cinéma aussi, là, on a de plus en plus de divertissement. J'ai l'impression que ça s'érode tranquillement, pas vite, qu'on s'en va vers ça. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que, justement, d'autres pays, comme les États-Unis, par exemple, les États-Unis, eux, c'est complètement libéralisé, puis plus maintenant. Et en plus aussi, ont développé
pousser leurs outils de marketing là, à un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, ça fait pression constamment sur notre système où on essaie d'avoir un système un petit peu mixte, où on dit, oui, les forces du marché sont importantes, mais aussi l'État a quand même une mission de conserver, de préserver les arts. Alors, ça fait une tension qui est très, très forte. Et là où on perd des points, justement, c'est quand on n'arrive pas à contrôler ces entreprises étrangères qui viennent chez nous et qui vendent leurs produits. Netflix n'a pas vraiment intérêt à vendre des produits canadiens. Hein. Eux, plus ils vont diffuser le même produit partout dans le monde, plus ils vont faire des économies d'échelle. Donc, c'est plus payant pour eux de vendre un même produit en quantité phénoménale qu'à diversifier dans chacun des pays ce qu'ils offrent. Hein. Alors, s'ils le font, c'est parce qu'ils subissent des pressions, puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer à diffuser les mêmes produits comme ça partout dans le monde parce que ça crée de l'insatisfaction, puis ils doivent quand même répondre à leur clientèle. Mais ce qu'ils font, c'est quand même très peu par rapport à ce qu'ils devraient faire. Mais c'est extrêmement brillant en même temps leur manière d'avoir envahi le marché parce qu'on arrive avec une offre, les gens adoptent cette offre-là. En fait, on arrive avec une habitude. Là. C'est carrément une habitude d'ouvrir Netflix, voir c'est quoi qu'il y a. Ça. Là, les gens sont rendus habitués à ça. C'est ça leur moyen de consommer de la culture. Puis après ça, ils se font dire, ouais, ben là, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, puis tout ça. C'est peut-être un peu malaisant. Puis là, eux autres sont comme, OK, bon, on va vous donner un truc. Là, là il y a un film québécois, là, un c'est film. Ça, exactement. On saute là-dessus. Mon Dieu, il y a un film québécois sur Netflix, c'est extraordinaire. On va aller le voir, puis on trouve ça merveilleux. Comme si, là, on est content. Hey, mon Dieu, Netflix nous a accepté l'affaire que j'admire depuis des années. Maintenant, je suis dedans. Mais c'est absolument épouvantable pour notre culture. En fait, l'habilité, c'est que ces compagnies-là sont développées au moment où eux, ils défendaient une vision économique, c'est-à-dire ils adhéraient à une vision économique. Tu sais, c'est pas sorcier de savoir que toutes les entreprises là, de Silicon Valley, c'est les gens qui dirigent, c'est des libertariens. Hein. Ils veulent pas de réglementation, ils veulent pas qu'on leur mette le moindre obstacle. Hein. Et elles se sont développées dans c'est quand même, il faut la nommer, le type d'économie néolibérale. Dans le néolibéralisme, qu'est-ce qu'on dit? C'est toute réglementation est un obstacle au commerce. Il faut les éliminer le plus possible. Donc, ils ont profité de ça. Quand ils se sont développés, eh bien, ils se sont développés dans un contexte où il n'y avait pas moyen de les arrêter. Pourquoi? Parce que les États croyaient profondément que si on passe des réglementations qui vont nuire aux entreprises, bien, ça va nuire à l'économie en général. Et donc, ils ont énormément profité de ça. Ils ont pris une expansion extraordinaire. Hein? Ça devient des oligopoles, des entreprises les plus puissantes au monde. Puis maintenant, on se dit, oups, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes au niveau de la diffusion de certains produits culturels. Ça pose des problèmes au niveau de notre identité culturelle. C'est quand même, c'est majeur, ça. Hein? Et là, maintenant, on essaye de courir après puis de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, finalement, pour corriger tout ce qu'on a laissé passer et qui aurait pu se dérouler d'une manière tout à fait autre, hein, si on était intervenu au départ, si on n'avait pas eu cette conception de l'économie ultra-libérale qui est la nôtre. Ben, on n'a pas pensé à long terme. Avoir laissé passer ça, c'était pas très, très intelligent. Puis je me rappelle qu'avant, c'était quand même très strict. Là, un film, mettons, un film français, là, ça prenait mettons juste les DVD ne fonctionnaient pas dans nos DVD, oui, ça prenait un distributeur, puis tout avait l'air très réglementé, très serré, et là tout d'un coup, boum, tout est éclaté complètement, il n'y a pas de problème, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de taxes, ça va bien aller. On ne peut pas croire qu'on s'est rendu jusque-là. On a laissé entrer cette espèce de le loup dans la bergerie, là, finalement. Ça, oui, exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a une sortie de ça? Et toi, penses-tu qu'il peut y avoir des affaires positives qui sortent de ça? Parce que là, bon, Netflix, maintenant, ont leur production, Amazon aussi, Apple, plus, là, on lance un truc, ils produisent des films, eux autres aussi, des bons films, des fois, là, romans, qui quand même obtenu c'est vrai, succès, c'est des Irishman, on a parlé tantôt. C'est vrai. Est-ce que ça peut amener quelque chose de positif, selon toi? Ou Ben, moi, d'une manière plus globale, j'ai le terme d'être radical. Moi, je suis pour le démantèlement des multinationales. Moi, je pense des entreprises aussi puissantes que les États, qui ont des revenus tellement élevés, qui ont des armées de lobbyistes pour les défendre. Pour moi, je pense que c'est pas de la démocratie. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour la diversité. Ça fonctionne, évidemment, pour tous les gens qui profitent de ce système-là, mais ça fonctionne pas pour les artistes.
pour moi, c'est pas le meilleur des mondes. C'est quelque chose de consommateur. C'est toujours pour le consommateur. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est aussi populaire. C'est que tu t'abonnes à ça. Tu as une énorme librairie de films. Tu t'abonnes à Spotify. Tu as toute la musique du monde en payant des peanuts. Pour le consommateur, c'est toujours gagnant. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais c'est ça. Il faut penser aux artistes. Sur YouTube aussi. YouTube, c'est quand même, au niveau de la musique, là, c'est incroyable tout ce qu'ils ont. C'est gratuit. Moi, j'en reviens pas d'avoir à ça gratuit. Bon, évidemment, j'en profite. Je suis comme n'importe qui. C'est merveilleux. Puis ça me donne accès à ça. Mais ce qu'il faut penser derrière ça, c'est qu'il y a des artistes, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui doivent gagner leur vie. Puis à long terme, est-ce que la culture va sortir gagnante de ça? On peut se poser des questions. En tout cas, c'est très interpellant tout ça. Mais c'est clair qu'il faut tout repenser, là, la chose dans le domaine de l'organisation de la culture. Ça commence à se faire. Il y a des réflexions qui se font là-dessus, qui sont quand même intéressantes. Le milieu artistique se rend compte aussi des pertes qu'il subit dans le domaine de la musique, surtout dans le domaine... dans le domaine du livre aussi, d'une certaine manière. Donc, on se rend compte de ça, on réagit, mais il y a des tensions. On a quand même créé des monstres, là, puis on est pris avec, c'est mais ça. Tout d'un coup, il y a des tensions énormes. On a parlé de Roma, justement, mais ça avait été complexe par rapport à tous les Oscars et tout ça. Il y a une tension entre le cinéma traditionnel et les nouvelles plateformes qui, eux autres, mettent ça tout de suite sur la plateforme. C'est pas nécessairement en salle. Tout le système justement des films en salle, tout ça. Là, il y a comme ça s'affronte là, tout d'un coup. On sent qu'il y a des tensions un petit peu plus exacerbées. Il y a quand même des avancées intéressantes au niveau de ce qu'on appelle la diversité, la place des femmes. Il y a beaucoup de chemin à faire, la place des minorités aussi. Ça, on voit qu'il y a de la pression pour ça. La réponse, souvent, n'est pas toujours satisfaisante, comme, supposons, on va dire, on va faire des films de super-héros, mais avec des Noirs, mais qui reprennent exactement les mêmes valeurs. C'est sûr que c'est intéressant. Oui, c'est ça. C'est intéressant que quand même, qu'il y ait une certaine diversité à l'écran, mais si on reprend exactement les mêmes idées, les mêmes valeurs, pour moi, Black Panther, c'est pas un film, justement, c'est pas un film intéressant au point de vue politique, parce que oui, c'est intéressant, c'est tous des Noirs, mais regardez, qui est le méchant? C'est le Noir américain qui se révolte, parce qu'il a subi des humiliations, parce que, évidemment, il y a eu, on connaît toutes les misères. Donc, il est vu comme carrément le méchant. C'est qui le bon noir? C'est celui qui est technologique, celui qui est dans une Afrique imaginaire qui n'existe même pas. Alors, moi, je trouve que le message politique de ce film-là est peut-être pas aussi satisfaisant qu'on pourrait le penser. Et Hollywood se justifie, regardez, on fait nos efforts pour ça, mais alors la question justement des inégalités sociales n'est pas vraiment abordée. Est-ce que tu as l'impression que ça va changer un peu parce qu'il y a eu toute l'affaire de Harvey Weinstein, on a découvert un peu les dessous très laids d'Hollywood, et j'ai l'impression que, je ne sais pas si Hollywood a honte, je ne sais pas s'il y a des trucs qui vont changer tranquillement, pas vite, mais avec les dernières nominations aux Oscars, bon là c'est ce dimanche, là, mais ça va être diffusé après. Il y a eu beaucoup de critiques justement encore sur la diversité, sur la place des femmes. Il y avait une statistique là, récemment, comme dans 92 cérémonies des Oscars, seulement 5 femmes réalisatrices qui ont gagné, dont celle qui a fait The Hurt Locker. Oui, c'est ça. mais ça change pas tant que ça finalement. Il y a énormément de progrès à faire, c'est ça, énormément de progrès à faire. Moi j'ai vu récemment le film Bombshell, Scandale, là, qui est quand même un film sur le harcèlement sexuel. Donc, on en a fait un film qui est quand même intéressant, le harcèlement sexuel à Fox News. Mais justement, ça, c'est le genre de film que de ma deuxième catégorie où je dis, ça donne l'impression de traiter d'un problème social. Donc, effectivement, oui, on traite du harcèlement sexuel, mais dans le fond, c'est une personne qui est coupable. Pas un problème systémique. C'est ça, c'est pas un problème systémique. C'est une personne. Une fois qu'on va l'avoir envoyé en prison, c'est fait, puis tout va bien, le meilleur des mondes. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un peu, et sans compter que c'est quand même Fox News, là, un réseau qui est un peu spécial, disons. On le ménage un petit peu, mais en fait... Très puissant. Très puissant, puis aussi très, très idéologique, là, on le sait. Parlons un peu des Oscars, justement, qui s'en viennent. On a parlé un peu de The Irishman, on a parlé de Joker, mais on en parlait un petit peu avant le podcast. Toi, Quentin Tarantino, pas un fan, il y a Once Upon a Time in Hollywood qui a été quand même... J'étais assez surpris, moi, que c'était là. Ça a été quand même critiqué.
Ouais. Moi, je suis pas un... J'ai beaucoup de réserves par rapport à Quentin Tarantino, Ouais. mais je trouve que pour moi, ça représente le cinéma américain, là, ce que les Américains aiment, de la Ouais. violence Ouais, gratuite, voilà, c'est des ça. belles shots, Ouais. tu sais, des filles sexy, pis tout ce qui est un peu niaiseux, mais Ouais. plaisir coupable un Et peu. complètement invraisemblable aussi, là. Aucune préoccupation de vraisemblance dans ces films, Ouais. de la caricature, etc., etc. Et Ouais. de ce que je qualifierais, ben, pour reprendre les termes là, d'Orange Mécanique, de l'ultra-violence, là, Oui, c'est c'est ça. comme, Ouais. on en fait un art, là, à quelque part, Exactement, là, c'est le sang ça. qui gicle Ah partout et tout oui, c'est ça. ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce film-là, Once Upon a Time in Ben, c'est Hollywood, qui ça. est Moi, c'est plus étrange pour moi, là, ah oui, personnellement? non, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu, C'est ok. ça. Puis je pense que Très Tarantino... étrange. Ah ouais, OK. Très étrange. Mais en fait, OK. on a voulu parler un petit peu du cinéma de Hollywood. C'est ça, justement, il aurait pu avoir une critique très intéressante sur le Oui, cinéma c'est d'Hollywood ça. des années, je pense, 40 ou Oui, 50. Là, je oui. me rappelle plus exactement. Non, probablement 70. Mhm. Je me suis mêlé parce que, en fait, c'est une ancienne star du cinéma des années Oui. 50 qui est rendue dans les années 70. Puis là, juste à côté de lui, c'est Roman Polanski qui déménage. Puis là, Mhm. lui arrive avec le nouveau cinéma, Chinatown, tout ça. Et là, on traite après ça de l'affaire avec Sharon Tate et tout ça, mais on Ah oui, change oui. l'histoire. Ouais. On change l'histoire. On décide Ouais. que finalement, ça se termine bien, cette affaire-là, Ouais. puis qu'on tue ces jeunes drogués-là. Puis là, le film se termine, puis tout est réglé. Ça s'est jamais passé, cette Ouais. atrocité Ah dans le oui. passé d'Hollywood. J'ai pas compris qu'est-ce qu'on a voulu faire Ben, avec ce film-là. c'est ce que fait Tarantino. Il fait du révisionnisme historique. Il l'a Ouais, fait sur la Deuxième Guerre mondiale dans son film Inglourious Ouais, c'est Bastard. ça. Il l'a fait aussi sur son western qu'il a fait, là, qui, à mon avis, est extrêmement mauvais, là, Est-ce qu'on avec Leonardo DiCaprio. Ok, ouais, Bon, je me rappelle plus c'est lequel, celui-là. ouais, non, j'ai pas J'ai le titre Django en en tête. tête, là, mais c'est pas C'est ça, ça ça. c'est Mais sur... tout ça pour dire que c'est ça, ça, il revoit l'histoire, mais même pas pour nous faire réfléchir, juste comme pour la corriger, pour dire que finalement, regardez, il n'y a pas eu de problème. Finalement, les choses se sont mal passées, mais ça pourrait aussi bien se passer. C'est toujours l'histoire aussi vue avec des lunettes contemporaines. Hein. Ça, c'est Mhm. une tendance que j'aime pas du tout. L'histoire, le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent, puis on peut pas regarder le passé avec un regard du présent, dire qu'il aurait dû être comme on pense aujourd'hui. Ben non, c'est pas possible, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, moi, en écoutant ce film-là, j'ai réalisé que Quentin Tarantino avait comme une espèce de passe gratuite maintenant à Hollywood, parce que moi, j'ai pas compris pourquoi il n'y Ouais. avait pas eu de scandale par rapport à ça, probablement. Tu sais, la famille de Sharon Tate, Oui, qui est oui, un peu montré oui. comme un peu une espèce de nunuche Ah oui. narcissique qui va voir ses propres films, il comprend pas grand-chose de Mhm. ce qui se passe. Roman Polanski, on sait c'est qui Roman Oui, Polanski oui, maintenant, pas oui, vraiment abordé ça, mais il pouvait pas vraiment l'aborder parce que oui, c'est à l'époque, mais quand même, pour moi, tout ça était très sensible, très oui. délicat, traité de la manière très grotesque, Mhm. grossière, et ça se ramasse en nomination à Ouais. Hollywood. J'imagine que... Mais c'est intéressant quand même Ouais, mais le souvent, phénomène c'est le... Quentin Tarantino qui est Ouais. parti du cinéma indépendant quelque Oui, part, oui, est oui. devenu une espèce de blockbuster. Oui, mais ça, la notion de cinéma indépendant aux États-Unis est extrêmement difficile à définir parce que C'est justement, les le studios... financement indépendant Oui, et finalement. puis les studios sont partout, là. OK. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de sous-traitance. Donc, qu'est-ce qui est vraiment indépendant aux États-Unis? Moi, j'ai essayé de faire cette part-là en travaillant sur ce Ouais. livre-là. Je me suis dit à un moment donné, non, j'y arriverai jamais, là. C'est pas possible. Ça OK. serait, on pourrait faire un livre juste sur ça, puis ça demanderait des années de recherche. C'est vraiment une espèce de toile d'araignée Hollywood, hein, dans laquelle il y a des petits producteurs, des moyens producteurs, OK. des gros producteurs. Il y en a qui disent que les studios, dans le fond, c'est une banque, hein, tout simplement, qui vous donne de OK, l'argent à OK, toutes OK, sortes ouais. de producteurs maintenant qui sont multipliés partout. OK. Donc, Ah, mais c'est c'est intéressant ça très parce difficile. que justement, Quentin Ouais. Tarantino, on a souvent parlé comme du cinéma indépendant, puis tout ça, mais Quentin Tarantino, c'est Harvey Weinstein, si je me trompe pas, c'est un peu lui Oui, 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 tout qui à l'a fait. Oui, propulsé et tout oui, ça. oui. Ce bon vieux Harvey Weinstein. Il a Donc, fait, quand même, il faut lui donner ça, il a fait des très bons films. Là. Il a produit des très bons films. C'était une espèce de bouffée d'air frais à Hollywood, des films de Weinstein, ce qui n'excuse absolument pas ses comportements qui sont abominables. Puis heureusement, bon, ça semble aboutir vers, en tout cas, un procès ouais. dont on espère que... Il y a un film, Ouais. il y a un documentaire très intéressant à écouter. C'est en lien avec Harvey Weinstein. Ça s'appelle Overnight. Ouais. C'est un barman, en fait un bouncer
de Boston qui lui écrit des films on the side, mais il est bouncer en général. Il y a un moment donné, Harvey Weinstein qui vient dans son bar, puis là, il sait c'est qui, donc il l'harcèle, puis il dit hey, j'ai un film, j'ai un scénario, puis je vais te le donner. Puis là, il donne. Puis là, finalement, Harvey Weinstein lit ça, puis il fait comme « Ah, je trouve ça excellent, let's go ». Fait que là, il donne une fortune à ce gars-là. Et là, ce gars-là, lui, il est un peu narcissique, un peu mégalo. Il est comme c'est le début de ma carrière. Fait qu'il décide de se filmer. Il fait un documentaire sur lui-même, sur sa montée dans Hollywood, mais c'est un trou de cul. Là. Il engueule tout le monde. C'est pas une bonne personne. Il insulte tout le monde. Mais c'est ça, tu réalises les dessous d'Hollywood, tu te demandes, mais mon Dieu, comment ça, ils ont donné tout cet argent-là à ce gars-là, et tu réalises qu'ils font ça un petit peu par en dessous, OK, vas-y avec ton projet, puis on verra bien ce que ça donne. Puis finalement, bon, il tire la plug à dernière minute, puis là, lui, il est pris avec toute cette affaire-là, puis il faut qu'il fasse ça lui-même. Mais ouais, Hollywood, ça a l'air d'être une grosse machine très particulière oui, tout à fait, au niveau du financement. Oui, c'est ça. Ils jouent avec des fortunes. Là. Puis aussi, Hollywood va comme semer. Hein? Et là, pas juste Hollywood, en fait, toute la production industrielle américaine sème, donc ils vont investir dans toutes sortes de petits produits. Et là, ils vont voir ce qui lève un peu plus. Puis là, quand ils vont trouver ce qui est bon, mais là, ils vont investir là-dedans au niveau de la distribution. Et là, ça va devenir une espèce de groupe de méga succès. Et on appelle ça l'effet Mathieu. Hein? Donc, ça, c'est des sociologues qui appellent ça comme ça. Donc, tout sera donné au plus fort, puis les autres, ben, finalement, ils n'auront rien. Débrouillez-vous. Donc, c'est ça, débrouillez-vous. Donc, on voit un petit peu, on va tester le produit. Et là, si on voit qu'on peut tout mettre sur ce produit-là qui va émerger et qui va devenir le produit dominant. Ça va financer tout le reste. Ça va financer tout le reste, exactement. Ça va rapporter des fortunes. Donc, on peut investir, donc perdre beaucoup d'argent par tous ces petits à qui on va distribuer l'argent, mais c'est celui-là qui va rapporter. Et c'est clair qu'il va rapporter tellement d'argent que les investissements vont être très, très comblés. Fait qu'on met tous les œufs dans le panier de l'espèce de film locomotive pour tout le reste. C'est ça. Parlons-en des studios, justement. Si tu en parles dans le livre. Mais ça, je trouve ça intéressant que c'est les mêmes depuis le début ou presque. Ça a changé de main. Là. C'est pas toujours, ça n'a pas toujours resté les mêmes propriétaires, mais c'est pas tant de studios que ça quand on y pense. Non, il y en a à peu près, ça tourne autour de 5 ou 6, 7. Il y a eu à un moment donné les Artistes Unis, qui étaient, c'est comme une coopérative. Ça a été parti par Charlie Chaplin et Mary Pickford, si ma mémoire est bonne, qui a duré assez longtemps, qui a été ça seul... fonctionne plus. Non, ça ne fonctionne plus. Okay. Ça a été le seul rival des sérieux, des studios pendant quelques années, mais qui fonctionnait un petit peu comme un studio de toute façon. Ce qui est vraiment nouveau actuellement, c'est des joueurs extérieurs. En fait, il y a deux choses qui ont changé. C'est autour des années 80, c'est quand il y a eu des fusions entre des entreprises. Donc, les studios sont devenus une section de compagnies beaucoup plus grandes. Par exemple, Sony. Hein? Sony, qui est une compagnie de produits électroniques, mais qui ont un studio à Hollywood, puis qui font toutes sortes de choses. Donc, il y a eu ce système-là. Ça, c'est dans les années 80. Donc, les studios sont une activité dans un groupe capitaliste beaucoup plus large. Et là, le deuxième phénomène nouveau qui se produit, c'est l'apparition d'Amazon et Netflix comme producteurs de films. Donc là, ils ont... Ils mettent des sommes énormes. Ben oui, c'est ça. J'ai jamais vu. Ben c'est ça, c'est des gros joueurs. Là. C'est-à-dire que les studios avaient comme avantage, ils pouvaient écraser tout concurrent parce qu'ils étaient plus gros. Quand tu es plus gros, ben, c'est facile de débarrasser finalement ceux qui pourraient... Mais là, avec la fortune gigantesque de Netflix et Amazon, ils peuvent se présenter comme producteurs aussi fort que les studios. Maintenant, est-ce que c'est le développement d'une concurrence? Oui, mais très limité parce que c'est le même type de production, le même type de valeur, le même type d'esprit capitaliste. Donc, il n'y a pas de révolution là-dedans. Il y a juste quelques joueurs de plus. Et Amazon, comme... Netflix, bien surtout Amazon fait partie d'un groupe capitaliste, finalement, qui vend d'autres activités. C'est ça, mais oui, qui ont beaucoup d'autres activités. Puis, effectivement, le cinéma, c'est pas leur préoccupation numéro un. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des bons films. Amazon a commencé par produire des bons films et Netflix s'est mis à en faire beaucoup. Avec Roma, ça a été comme une espèce de point tournant où là, ils arrivent à faire un vrai chef-d'œuvre, vraiment un film très, très intéressant. Moi, je suis un grand admirateur de ce film-là. Pour moi, c'est un des plus beaux films de ces dernières années, produit par Netflix, quand même. C'est assez étonnant. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une espèce de contradiction là-dedans. Pour moi, c'est un film
qu'on doit voir en salle, c'est bel et bien Roma à cause de la lenteur, à cause du noir et blanc, très à cause oui, de la richesse de l'image sur un petit écran. Regarder Roma sur un téléphone, moi j'ai l'impression qu'on doit en perdre l'essentiel. Donc ça pour dire que ce producteur-là qui quand même s'attaque à la diffusion en salle, finalement, qui la met en jeu, va faire des films qui devrait être en salle. Donc, mais un beau paradoxe. J'ai vu une discussion intéressante là-dessus récemment. Il y a Hollywood Reporter qui font des espèces de tables rondes. On peut aller voir ça sur YouTube. Et je n'ai vu une récemment. Il y avait Martin Scorsese et je me souviens plus de la réalisatrice qui a fait le film Farewell. C'est une chinoise, je crois. C'est son histoire à elle. Puis on s'est venu sur le sujet sur Netflix, justement. Puis Martin Scorsese disait que lui, il n'était pas capable de faire financer ça à Richmond dans les studios en général. On n'en voulait pas, puis tout ça. Puis Netflix est arrivé, puis ont donné full d'argent. Parce que lui, ça faisait longtemps qu'il voulait le faire. Puis là, les acteurs étaient rendus trop vieux, puis ça coûtait trop cher maintenant parce qu'il fallait faire modifier le visage, ça a été critiqué, tout ça. Mais Netflix, c'était les seuls qui étaient prêts à mettre cet argent-là. Puis lui, il dit, tu sais, moi, s'il me l'offre cet argent-là, moi, je voulais faire ce film-là, peu importe. Puis la réalisatrice, dont j'oublie le nom, la réalisatrice chinoise, disait, oui, mais Netflix, ils se servent de toi, Martin. Ils prennent la notoriété que tu as, ils l'appliquent à leur marque, sont en train de bâtir leur marque. C'est un échange qu'ils sont prêts à faire. C'est pas nécessairement qu'ils croient en ce film-là, c'est juste qu'ils veulent la notoriété, ils veulent avoir l'air de... Ça se passe ici, mais qu'ils le font pas avec des petites réalisatrices comme elle. Ils vont pas prendre des risques, ils sont pas intéressés vraiment au scénario. C'est pas... Culturellement, ça les intéresse pas. Ils veulent bâtir une marque, puis c'est tout. Oui, c'est ça. Je pense que Roman rentrait là-dedans. Oui, tout à fait, on est capable de faire des films lui aussi avait cherché, si ma mémoire est bonne, du financement ailleurs, puis pour faire un film en noir et blanc, en espagnol, c'est pas évident à travers les studios hollywoodiens. Ça peut effectivement permettre la création de films intéressants, de films particuliers, mais effectivement, il faut voir aussi les effets pervers, il faut prendre ça comme un tout. Mais moi, je pense que aussi... là où ça va se jouer peut-être dans l'avenir, pour moi, là, c'est est-ce que les cinémas nationaux vont pouvoir rééclore? Est-ce que ça va pouvoir recommencer? Parce que là, actuellement, moi j'aime beaucoup aller à l'étranger ou en cinéma. Moi, les sous-titres, ça me fait pas peur. Donc, j'aime ça, voir des films qui se passent dans différents pays. Et je regarde ce qui est disponible. Là, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à cette production-là, qui de toute façon est limitée dans les pays, dans les différents pays. Donc, le défi actuellement, si on va quand on parle de diversité, c'est aussi ça, c'est que tous les peuples de la Terre puissent faire leur cinéma et que ce cinéma-là soit diffusé, soit accessible. C'est une tragédie quand je pense, parce que le cinéma, la force du cinéma, c'est justement ça, c'est d'avoir le point de vue d'un peu partout dans le monde, de différentes visions d'aborder le monde, de voir le monde. Si c'est toujours la même vision, c'est épouvantable. Puis si aussi c'est l'espèce de vision américaine des autres cultures, là, tu sais, moi, voir Tom Cruise en samouraï, c'est pas... Je vais pas en apprendre plus sur cette culture-là, mais tu sais, c'est souvent ça quand même. Quand même, quand on parle des autres cultures, c'est la vision américaine. Puis ça, c'est une des choses les plus graves que je trouve aussi, c'est quand des œuvres qui sont, je sais pas, un roman typiquement français, comme L'Amant de Marguerite Duras, est fait en anglais. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Le film Sunshine, c'est ça, sur l'histoire de la Hongrie, qui était joué par des acteurs anglais et tout le monde parlait anglais. C'est quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On parle d'appropriation culturelle. Ça, c'est une forme qui est dérangeante, ça aussi. Le fait que si on veut faire un film qui est profondément incarné dans une culture, puis on dit pour qu'il soit diffusé à l'international, il faut que ça soit avec des acteurs américains, il faut que ça se passe en anglais. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. En tout cas, les Américains ont l'air d'avoir une espèce de vision très obtuse du cinéma. Il faut que ça passe par eux, sinon ça ne les intéresse pas nécessairement. En tout cas, je sais pas, j'ai pas de statistiques ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression que les Américains se tapent beaucoup de films étrangers avec des sous-titres. Là. Oui, ça c'est effectivement, aux États-Unis, un film doublé, ça passe pas. Et un film sous-titré, ça passe pas. Donc, les films en langue étrangère sont confinés à des salles dans les grandes villes comme New York, Los Angeles, San Francisco. C'est très, très limité comme diffusion. Alors, ce qu'ils ont trouvé à faire, dans le fond, quand on veut
qu'un succès dans un pays soit un succès à Hollywood, aux États-Unis, on va faire une version américaine. Avec les acteurs américains, on l'aurait fait au complet, ça se passe aux États-Unis. Quand nous, on a vu les deux versions, il y a des films québécois qui ont été faits. Exactement. Je pense à La Grande Séduction, je pense. Oui, La Grande Séduction, c'est ça. En tout cas, il y en a d'autres. Des films français, des fois. Des films français, la version américaine est toujours ridicule. On trouve toujours ça moins bon. C'est vrai, hein? Ouais, vrai. Moi, je connais pas d'exemple où le remake américain est meilleur que le film original. En tout cas, les fameux remakes. Ouais, c'est ça. Hey, en terminant, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus de films subversifs, qu'on donne un peu des idées aux gens, de trucs. Allez voir, on en a parlé un peu quand même, mais moi j'avais l'impression récemment qu'il y avait peut-être un relent de films subversifs, puis j'ai l'impression que peut-être ça s'est refermé sur soi-même, mais tu sais, je me rappelle, il y a eu The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, il y a eu The Big Short aussi que j'avais beaucoup aimé. Il y en a quand même qui se ramassent à l'avant-plan, puis ça se peut. Là. Oui, mais tu parles de Big Short, pour moi, c'est un très, très bon film, là, vraiment très réussi. C'est sur la crise 2007-2008. Hein. Et c'est peut-être la tendance la plus intéressante actuellement, c'est qu'après la crise 2007-2008, il y a eu à peu près, je dirais, une dizaine de films qui ont été faits où on critique le milieu des finances, là, mais vraiment une critique très, très forte. Hein, où on examine... Oui, c'est ça. Et Joker est aussi dans le sillon de ça. Quand je parlais des courtiers qui se font assassiner et qui reçoivent l'approbation, les gens sont contents. Donc, c'est vraiment en lignée de ça. C'est le problème des inégalités sociales. Le problème des inégalités sociales aussi commence à être plus évident. Là. On a parlé de Joker, on peut parler aussi de Parasite, qui n'est pas un film hollywoodien, mais qui est bien reçu. Qui est bien reçu par l'industrie hollywoodienne, puisqu'on va y donner un Oscar. On parle aussi c'est intéressant qu'il y a même des riches actuellement aux États-Unis. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle. En tout cas, qui militent pour que les riches payent plus d'impôts. Hein? Oui. Pitchfork, c'est ça? C'est quoi? Donc, je je ne sais plus le terme. Ouais. Et même à Davos, hein, ils ont fait une espèce de campagne et ils leur ont dit on ne veut pas avoir notre tête au bout d'une fourche comme la Révolution française. Hein? Donc, un peu d'argent. C'est ça. Il faut qu'on contribue parce qu'on ne pourra pas tenir. C'est chaud là, en arrière. Là. On sent la chaleur. C'est ça, ils sentent la chaleur. Donc, Hollywood commence en tout cas, à mon avis, il y a certains films là-dedans. Il y a un film très intéressant aussi qui s'appelle Dinner with Beatrice. C'est l'histoire d'une hispanophone aux États-Unis, c'est ça, elle est thérapeute, puis elle va dans une famille extrêmement riche. Et là, elle assiste à un souper où c'est vraiment la classe dominante, là, extrêmement satisfaite d'elle-même, puis elle est comme l'élément étranger, elle regarde ça. Puis évidemment, nous, on est avec elle, puis on les trouve imbuvables, là, totalement. Puis elle est victime même d'une décision qui a été prise, qui a fait qu'elle a quitté son pays à cause d'un hôtel que ce bâtisseur a connu. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. C'est vraiment... Ça, c'est un autre film sur les inégalités sociales qui est quand même très, très fort et très subversif aussi. J'ai l'impression, en parlant, là, on parlait de la crise financière, puis tout ça, j'ai l'impression que ça prend peut-être des fois des gros événements pour qu'après ça, on ait des films subversifs populaires. Je t'en parle beaucoup dans le livre de Michael Moore, mais ça nous prend des shootings dans des écoles pour qu'après ça, un film comme Bowling for Columbine existe. Même chose pour après la guerre en Irak aussi. Michael Moore a fait un film. C'est un peu ça le succès de Michael Moore, c'est d'avoir su capitaliser sur des gros événements qui touchent profondément les gens, parce que c'est un gros succès quand même. Je dirais que, oui, c'est un gros succès, Michael Moore. Michael Moore, c'est un phénomène vraiment à part. Puis lui, c'est peut-être même, au contraire, c'est vrai que le cinéma va réagir. Hein, après, par exemple, la guerre du Vietnam, la guerre en Irak, la crise financière, donc, des films qui vont être très contestataires et qui arrivent après. Quoique le temps de réaction est beaucoup plus rapide maintenant, parce qu'on va faire des films sur la guerre en Irak là, au moment où ça a lieu. Donc, c'est assez intéressant. On va même faire des films sur Bush pendant que Bush est encore président. Donc, c'est assez intéressant. Mais Michael Moore, moi, je pense que dès le départ, une compréhension profonde du système américain, aussi une volonté de le dénoncer. Et son premier film sur General Motors, hein, vous vous souvenez? C'était Roger and Me. Donc, c'est vraiment un film qui dénonçait tout le phénomène des délocalisations, des compagnies qui s'en vont à l'étranger parce qu'ils se font plus d'argent avec ça, qui se fichent
éperdument qui déface le tissu social. À partir du moment où il a fait ce constat-là, il est toujours, je dirais, lui pas en réaction même. Il comprend le système, il veut l'expliquer. Il y a une volonté pédagogique, je pense, dans le cinéma de Michael Moore, avec de l'humour aussi, parce que c'est des films qui sont quand même très, très drôles aussi. Ils ont toujours leur passage comique. C'est peut-être l'habilité. Et dans un style documentaire où le personnage principal, c'est toujours lui. Et Hollywood a décidé que ça serait des films qui mériteraient d'être distribués parce qu'il n'y a aucun documentariste. De marketing quand même. Il n'y a aucun documentariste qui a une distribution aussi large que Michael Moore, quand même. Aucunement. Mais dans le film, dans un autre documentaire qui s'appelle The Corporation, il est interviewé à la fin, puis le type lui demande, mais pourquoi Hollywood distribue tes films? Lui, il va citer la fameuse phrase de Lénine, là. Il dit, les riches vendraient la corde pour les pendre. C'est comme ça qu'il explique. Donc voilà, c'est son explication. Je pense que c'est une belle fin, ça. C'est une belle phrase de fin, ça. Merci beaucoup, Claude. Je conseille ton livre, c'est vraiment intéressant. Ça approfondit beaucoup plus les sujets qu'on a parlé. Merci d'être passé. C'est moi qui te remercie, c'est très agréable. Merci, bye-bye. Ouais, bye.